Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette première formation des Instituts d'automne 2022 de San Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très content de vous accueillir à cette formation où, qui a comme titre ce soir, Je parle, tu parles, nous parlons. Et c'est Gaëlle Dussault-Bacon, enseignante de première et deuxième année dans la région d'Ottawa, qui est notre formatrice. Alors, je tiens à vous rappeler, avant qu'on débute formellement, que le tout est enregistré et que le tout se retrouvera dans quelques semaines sur le site du Centre Franco. Alors, au cours de cette formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre votre micro ou encore à utiliser la boîte de clavardage pour vos questions. Et puis, je suis certain que Gaëlle et moi, si vous avez des questions par rapport aux instituts, eh bien, ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, encore une fois, bienvenue. Et puis, Gaëlle, eh bien, je te cède la parole. C'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Alors oui, bienvenue à ma formation aujourd'hui qui a comme sujet, le titre, c'est « Je parle, tu parles, nous parlons ». Alors, on va parler ensemble de communication orale, puis je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui avec moi en début de soirée. Et on est un petit groupe ce soir, alors je vais vraiment vous laisser la parole aussi parce que quoi de mieux que de parler quand on parle de communication orale, n'est-ce pas? Et on est tous en enseignement, donc j'imagine qu'on aime tous pas mal parler. Alors ici, je vous mets le lien de la présentation. Alors, tinyurl.com/CMN oral pour communication orale et le formulaire de présence aussi. Je vais juste le remettre dans le clavardage, le formulaire de présence. Et voilà. Donc, pour commencer, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous trouvons, connu comme Onyatari-Io, dérivé du terme Mohawk lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, bienvenue encore à la formation. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de trouver la formation, si Nathalie, ça fonctionne bien, c'est un petit pouce en l'air. OK. Je peux mettre le lien aussi dans le clavardage si c'est. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. OK, parfait. Donc, je vais aller chercher le lien ici. Et voilà. Donc, comme Louis l'a si bien mentionné, m'a bien présenté, mon nom c'est Gaëlle Dussault-Bacon. Je suis enseignante en première, deuxième cette année. C'est la première année que j'enseigne en première, deuxième. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'adore la littérature jeunesse. Je ne sais pas si vous avez la chance de participer à d'autres formations que j'ai faites en lien avec la littérature jeunesse. Et j'aime beaucoup aussi la technologie. Je vous ai mis ici mon courriel professionnel. Si vous avez des questions après, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un courriel. Et j'ai aussi mis mes 4 réseaux sociaux que j'utilise beaucoup au niveau professionnel. Donc, la classe de Mme Gaëlle sur Facebook, dans le fond, c'est une page où je mets des activités que je fais avec mes élèves au courant des semaines. Ensuite, j'ai Twitter où je mets plus de l'information par rapport à l'éducation, Madame Gaëlle sur Instagram et j'ai 2 pistes de lecture, Démystifions la citoyenneté numérique et la classe virtuelle de Madame Gaëlle. 2 pistes de lecture où j'ai fait des petites capsules vidéo que vous pouvez montrer à vos élèves ou juste écouter vous-même pour vous informer. Peut-être des fois, on s'inspire en regardant d'autres enseignants. Alors, n'hésitez pas à les suivre. Pour commencer, j'aimerais savoir quel genre de locuteur êtes-vous? Alors, quel genre de personne vous êtes quand vous vous exprimez? Alors, je vous ai mis des choix de réponse. Vous pouvez le mettre dans le clavardage ou si vous voulez lever votre main puis qu'on n'est tellement pas beaucoup puis que vous voulez dire votre réponse à voix haute. Alors, j'ai le centre de l'attention, l'encourageante, j'ai toujours une histoire, j'ai une écoute sélective,
Le « oups, je parle trop vite » ou « j'évite de parler ». J'ai souvent une histoire. Oui. Louis a souvent une histoire. Toujours très intéressant aussi, ces histoires. Oups, je parle trop vite. On a tellement de choses qui se passent dans notre tête quand on enseigne ou quand on raconte quelque chose. Alors, Nathalie, dans le clavardage, nous dit ça dépend de la situation ou avec qui je suis. Ma fille dirait j'ai toujours une histoire. Pas de punch. Comment ça, Nathalie, quand tu racontes des histoires, ça. Je donne trop de détails. Je suis une fille de détails. Fait que là, ils me disent comme OK, oui, maman, c'est quoi le punch? Donc, je me fais taquiner. Puis l'encourageante aussi. Une de mes filles va dire: Ah oui, maman, je peux juste t'imaginer, là, toi, tu dois être là en train de dire oui, bravo, ah, c'est beau les filles, mettons dans un sport ou quelque chose du genre, là, tu sais. Elle dit: Ah, tu vas sûrement dire: Ah oui, wow, c'est beau, bravo, on lâche pas, groupe. Fait que je me fais taquiner un petit peu. Ah, ben c'est bon, ça. Et Julie nous partage que les élèves te disent que tu parles trop vite. Oui, je pense que ça aussi, ça fait partie de nos caractéristiques des fois comme enseignants. Des fois, on veut tellement, on est tellement excités qu'il faut juste prendre un petit pas de recul, une respiration, une gorgée de café ou d'eau. Excellent. Alors, cette formation, c'est une formation qui est qui est pour vous. Je n'ai pas toujours toutes les réponses à toutes les questions. Vous allez avoir des questions, des réflexions au courant de la formation. N'hésitez vraiment pas à les poser dans le clavardage ou de lever la main virtuellement pour la poser à voix haute, étant donné qu'on est un petit groupe. Je veux vraiment profiter de ce moment-là pour faire un petit réseautage entre nous. On a eu moins de chance, étant donné la pandémie, de se parler puis d'échanger entre enseignants. Donc, vraiment, si on peut prendre ce prochain 2 heures-là pour qu'on échange ensemble, c'est vraiment ce qui fait que les formations sont riches. Alors, j'ai placé aussi, donc là, le formulaire de rétroaction, je l'ai placé au début, je l'ai aussi placé à la fin, mais si vous voulez cliquer sur le lien, dans le fond, c'est vraiment parce que des fois, à la fin de la formation, tout va tellement vite et on ferme notre ordinateur, mais on oublie de faire le formulaire de rétroaction. Donc, je l'ai mis déjà ici. Vous pouvez juste commencer à le remplir parce que là, c'est des informations en lien avec votre conseil scolaire, votre poste, etc. Pour avoir au moins les questions en tête au courant de la formation. Comme ça, si jamais il y a une rétroaction que vous voulez dire en commentaire, vous pouvez l'inclure directement dans le formulaire. Je l'ai aussi remis à la fin. La théorie d'action. Oh, je vais juste mettre peut-être le lien. Ouh là là. Le lien du formulaire, juste 2 petites secondes. Je vais le mettre dans le clavardage aussi, comme ça, ça va être à la portée de la main. La théorie d'action aujourd'hui, donc c'est quoi notre objectif? Alors, moi, l'objectif à la fin de la formation, c'est de réaliser que si une enseignante ou un enseignant laisse la place à la discussion en classe, alors l'élève développera son vocabulaire en français, ses idées et créera des liens avec ses camarades de classe. Donc, ça, c'est l'objectif à la fin. J'espère qu'on va y arriver. On va y arriver. Table des matières. C'était assez simple pour la formation de ce soir. On est mardi. Alors, je l'ai séparé avec « Je parle, tu parles, nous parlons ». Pour bâtir cette formation-là aujourd'hui, je me suis vraiment basée sur de la rétroaction que j'ai eue dans mes autres formations. Donc, j'ai offert un institut d'été cet été en littératie très générale. Et je suis allée chercher ces commentaires-là de cette formation-là pour bâtir la formation de la communication orale. Je vais vous mettre le lien de la formation du Jamboard, dans le fond, que j'avais utilisé avec mes participants. Ce Jamboard-là que j'ai mis dans le clavardage, il est la première page, c'est communication orale, étant donné que c'est la première
formation en continu que j'offre. La deuxième page, elle est sur l'écriture et la grammaire nouvelle parce qu'au mois de novembre, je vais offrir une formation sur l'écriture et la grammaire nouvelle. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à rajouter des penses-bêtes sur le Jamboard pour nourrir, dans le fond, la prochaine formation. Et aussi, la troisième page, c'est la lecture et la littérature jeunesse, qui sera une formation que je vais offrir dans les instituts d'hiver. Et finalement, la différenciation pédagogique, qui est aussi une formation que je vais offrir dans les instituts d'hiver. Donc, je vous laisse ça là si jamais vous voulez, si vous avez des idées de quelque chose que vous aimeriez que j'aborde. Donc, là, j'ai juste perdu ma souris. OK, et voilà. Cette fois-ci, aujourd'hui, la formation, je vous ai mis en lien un journal de bord. Donc, le journal de bord, c'est vraiment juste pour vous. Je vais poser beaucoup de questions au courant de la prochaine heure et demie. Et vous allez pouvoir écrire dans ce journal de bord-là vos réflexions. En cliquant sur le journal de bord, ça vous fait une copie automatiquement. Et là, ça va arriver ici à une autre présentation dans le fond. La page 2, je vous ai mis des liens, les liens qu'on va voir au courant de la prochaine heure et demie ensemble. Si jamais vous voulez en enlever, en changer, en rajouter, ça, c'est à vous. Le journal de bord, une fois que vous avez fait la copie, elle est à vous. Vous seul y avez accès. Vous pouvez la modifier comme bon vous semble pour vraiment que ça soit propre à vous, dans le fond, parce que c'est vraiment un document qui est pour vous. J'ai mis une section par rapport à mes réflexions. Donc, quand je vais poser des questions, vous allez pouvoir écrire vos réflexions ici. Une section par rapport à l'insécurité linguistique parce que je vais l'aborder, je vais aborder le sujet. Une section par rapport au guide d'enseignement efficace en communication orale et une section par rapport à dans ma classe. Donc, on va passer au travers ici et là dans la formation. Puis, à chaque fois que vous allez voir ce petit symbole ici du journal de bord, ça va juste vous donner un petit rappel de retourner dans votre journal de bord pour y ajouter de l'information. Première partie, je parle. Pourquoi encourager la communication orale en classe? Donc là, première question, si vous allez dans votre journal de bord ici, la première question, vous pouvez la compléter si vous voulez. Comment inclure l'oral à l'école? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son idée? Vous allez voir qu'au courant de la formation, je vais poser plusieurs questions. Des questions de réflexion, des questions que je n'ai pas nécessairement les réponses et des questions peut-être qui vont être déstabilisantes un peu. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment juste qu'on réfléchisse. Je vois des mains levées. Nathalie. Bien, on dit souvent que nous, les profs, on parle trop. Tu l'as dit tantôt, la plupart des profs, on aime ça parler. Il faudrait idéalement que l'élève, dans sa journée, parle plus que le prof. Donc, le plus souvent possible, si on peut avoir de la collaboration entre les élèves où ils vont discuter de leur apprentissage, discuter, là, on déborde de la littératie, que ce soit dans un cercle de lecture, l'enseignement réciproque, qu'on discute d'une question suite à la lecture aux élèves, que ce soit, tu sais, peu importe, il faudrait pas toujours que ce soit papier-crayon, puis qu'on n'ait pas peur de laisser aux élèves la chance de parler, de discuter de leurs idées, de leurs réponses, de leurs réactions, de leur interprétation d'un texte, peu importe, mais de les engager le plus souvent à prendre la parole, puis pour penser à nos amis qui sont peut-être gênés pour X, Y, Z raison, bien, justement, quand ils sont en diade ou en petit groupe, il y en a qui vont prendre un peu plus la parole à ce moment-là parce qu'ils se sentent moins gênés ou avec des bons groupements auxquels on a réfléchi, eh bien, ils vont peut-être être plus à l'aise de prendre la parole. Absolument. Julie, est-ce que tu voulais rajouter aussi? J'ai vu ta main levée. Oui. Mais l'année passée, je voulais vraiment évaluer la communication orale spontanée. Fait que pas seulement des présentations orales. Fait que l'année passée,
à chaque semaine, ça c'était à la fin de l'année, à chaque semaine, je leur donnais un sujet, comme disons, t'aimerais-tu mieux voler ou comme voler lentement ou courir rapidement? Comme juste des sujets comme ça, là, comme un ou l'autre. Puis là, je les mettais en groupe en avant d'un Flipgrid, qui s'enregistrait dans un Flipgrid, puis là, ils discutaient pendant 10 minutes. Mais avant de les envoyer, je leur disais qu'ils allaient se faire évaluer sur certains critères. Fait que nous autres, dans notre conseil, on a une super grosse grille avec plein de critères qu'il faut les évaluer. Fait que j'ai comme introduit un ou deux à la fois. Puis en plus, eux autres, ils s'évaluaient. Ils s'entre-évaluaient par eux autres mêmes. Puis là, moi, je les évaluais aussi. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai pas encore commencé cette année, mais moi, j'ai bien aimé pouvoir avoir comme des preuves. Parce que quand ils envoient un petit ad, là, comme tu sais, tu peux pas voir tout le monde. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère à faire des observations en salle de classe. Fait que j'aimais pouvoir, comme, OK, là, je l'avais en vidéo, puis je pouvais juste les observer. Fait que c'était juste mon petit 2 scènes. Wow, c'est excellent, super. Merci de vos partages, les filles. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la formation, je vais avoir une section où on va continuer à partager nos idées de cette façon-là. Alors, gardez vos idées en tête pour qu'on puisse les noter parce que ces partages-là, c'est vraiment riche puis ça nous fait aller notre petit hamster. Hein, le soir, quand on réfléchit à une activité, on vous entend, c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour votre partage. J'en profite aussi pour saluer deux nouvelles participantes. Donc, bonjour Lynn, bienvenue, et Thérèse, bienvenue à la formation sur la communication orale. Vous pouvez écrire dans le clavardage si vous venez de quelle région vous venez, de quel niveau vous enseignez aussi pour qu'on puisse aussi apprendre à vous connaître. Donc, je vais continuer avec d'autres questions de réflexion. Et si jamais vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main pour partager vos réflexions avec le groupe. Donc, combien de temps accordons-nous aux discussions entre élèves dans la classe? Nathalie, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure. On devrait peut-être laisser plus la chance aux élèves, mais aujourd'hui, combien de temps est-ce qu'on accorde à peu près aux discussions entre les élèves? Combien de temps accordons-nous aux présentations orales formelles? Donc, j'ai aimé ça aussi. Julie, toi, tu as parlé que tu voulais mettre beaucoup plus de présentations informelles dans ta salle de classe, t'éloigner un petit peu plus du formel. Donc, mais combien de temps est-ce qu'on accorde là, aux présentations orales formelles? Comment est-ce qu'on peut enseigner l'oral? Que souhaitons-nous pour le futur de l'oral dans nos écoles? Comment impliquer nos élèves dans l'évaluation des autres élèves? Et quelle est notre intention pour enseigner la communication orale et pourquoi celle-ci? Je vais simplement mettre dans le clavardage le lien de la présentation. Ah, aucun problème. C'est correct. Thérèse, pour ton désolé, aucun problème. Je mets le lien de la présentation dans le clavardage. Tu vas pouvoir trouver l'information. Et je ne sais pas si c'est arrivé, dans le fond, j'ai créé cette fois-ci un journal de bord. Alors, quand vous voyez cette icône de journal de bord, ça vous envoie vers le journal de bord qui est juste ici, dans le fond, qui fait une copie automatiquement pour vous. Est-ce que j'ai des personnes qui aimeraient partager peut-être une réflexion par rapport à une de ces questions-là? Nathalie, est-ce que tu as la main levée encore ou est-ce que c'est ta main levée de tout à l'heure? C'est celle de tout à l'heure, je l'ai oubliée. Désolée. OK, c'est correct. Moi, c'est sûr qu'une des questions qui me marque le plus, c'est qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur de l'oral dans nos écoles? Parce qu'on parle beaucoup de différentes stratégies dans les recherches, mais l'oral, je pense que j'espère que l'oral aura une plus grande place dans l'avenir dans nos écoles pour deux raisons. Vraiment parce que la communication orale aujourd'hui, chez nos élèves, elle est beaucoup moins présente qu'elle l'était, disons, dans notre temps. Dans notre temps, moi, quand je finissais l'école, je prenais le téléphone, je parlais au téléphone avec mon ami pendant 2 heures. Je parlais peut-être pas de sujet d'analyse littéraire, mais je parlais avec mes amis.
Et mes amis me parlaient aussi. Donc, j'écoutais, on essayait de trouver des solutions. Je développais mon langage oral aussi, mes réflexions à voix haute avec mes amis à l'extérieur, un petit peu moins à l'école. Hein. Quand on est allé à l'école, c'est un petit peu plus traditionnel, c'est plus l'enseignant qui parlait en avant. Mais à l'extérieur, j'ai beaucoup parler. Mais aujourd'hui, nos élèves ne vont pas prendre un téléphone puis parler pendant 3-4 heures au téléphone avec leurs amis. Ça va être des messages textes. Donc, il y a beaucoup de communication écrite, numérique. Ça va être peut-être des TikTok ou ça va être une petite communication de 15-30 secondes. Puis après ça, ils vont écouter une autre petite vidéo. Donc, ça se fait vraiment rapidement. Mais comment, nous, à l'école, c'est quoi, nous, notre rôle à l'école, dans le fond, de développer cette expression orale-là? Donc, ça, c'est une des raisons que j'espère qu'il va en avoir beaucoup plus dans nos écoles. La deuxième chose aussi, c'est pour développer nos idées. Parce que quoi de mieux que juste nous, on nous prend, nous, comme enseignants, quand on est tout seul devant notre ordinateur en train de penser à une planification, on dirait que ça va moins vite. On est comme, qu'est-ce que je devrais faire? Bon, on réfléchit. Dès qu'on en parle à quelqu'un, boum, les idées y explosent, on se développe dans nos idées, ça va plus loin. Donc, l'oral, ça l'amène ça aussi, puis ça l'amène dans toutes les matières, pas juste en littératie. Donc, moi, c'est mon petit grain de sel par rapport à une de ces questions-là. L'insécurité linguistique. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est l'insécurité linguistique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être mettre une de ces définitions dans le clavardage de pour vous, qu'est-ce que c'est l'insécurité linguistique? Nathalie? Pour moi, ça serait quand on ne se sent pas assez à l'aise dans la langue qui est parlée à ce moment-là, puis qu'on ose moins prendre la parole ou on n'ose carrément pas la prendre parce qu'on ne se sent pas à l'aise avec cette deuxième langue-là ou dans certains cas, cette troisième langue-là. Mm-hmm. Oui, puis je vois aussi Julie qui a fait un... Oh, pardon? Peut-être parce que les enfants, ou les gens, pas juste les enfants, mais peuvent se sentir jugés. Mm-hmm. Oui. Ici, Faiza nous partage qu'on trouve cela surtout avec les élèves ALF et PANA, parce que souvent, c'est leur deuxième, même troisième langue. Oui. L'insécurité linguistique, j'ai voulu faire juste un petit bémol en parler un petit peu dans le fond dans la formation aujourd'hui parce que je trouve que c'est un concept qu'on entend peut-être pas beaucoup, du moins en tout cas moi de mon côté, c'est pas quelque chose que j'entends souvent. Puis je trouve que c'est quand même important de s'y pencher, autant pour nos élèves apprenant la langue française que nos élèves nouveaux arrivants. Mais on a aussi nos élèves franco-ontariens qui sont bilingues et que des fois peuvent se sentir jugés par rapport à leur accent quand ils parlent français. Puis ces élèves-là aussi peuvent en vivre de l'insécurité linguistique. Je m'avance dans ce terrain-là parce que il y a plusieurs années, j'ai été au congrès de la SELF et puis ça m'a vraiment... Ça m'avait vraiment marqué parce que le sujet principal, c'était l'insécurité linguistique. D'ailleurs, je vous ai mis 2 vidéos que vous allez pouvoir visionner par rapport à l'insécurité linguistique. Mais quand je suis allée au congrès de la SELF il y a quelques années, puis qu'on parlait d'insécurité linguistique, pour moi, c'est un concept qui était relativement nouveau. Vu que je viens d'une famille très francophone, j'ai grandi dans un milieu très francophone. Ça a toujours été très francophone. J'allais à l'épicerie, c'était en français, à la station-service, c'était en français. Donc, pour moi, l'insécurité linguistique, ce n'était pas un concept que je connaissais vraiment. Mais quand je suis allée à ce congrès-là, c'est là que ça m'a vraiment ouvert les yeux à quel point il y a beaucoup d'enfants dans nos écoles qui vivent de l'insécurité linguistique par rapport à leur accent,
par rapport à la façon qu'ils s'expriment, par rapport au fait que peut-être qu'ils n'utilisent pas le mot en français, le mot littéraire en français, si je peux le dire comme ça. Donc, moi, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Puis une des vidéos, à un moment donné, dans un des ateliers, il y avait une vidéo, puis une petite section d'une vidéo m'a vraiment marqué encore à ce jour. Et c'était une adolescente qui parlait, puis qui disait, quand je suis à l'école, puis je raconte une anecdote, une histoire à mon enseignant, des fois, je vais dire des mots en anglais parce que je ne connais pas le mot en français, je ne connais pas le terme en français encore. Puis, presque à tous les mots que je dis en anglais, mon enseignant fait juste le répéter en français, puis je ressens, là, je paraphrase, hein, évidemment, qu'est-ce que la vidéo disait, mais l'enfant ne se sentait pas à l'aise de continuer à parler parce qu'elle sentait comme si elle ne disait pas les bons mots, dans le fond. Puis ça m'avait vraiment affectée parce que je me suis vue comme enseignante en faisant « Ouh là là », quand j'enseigne à ce moment-là, j'enseigne en 6e année, quand j'enseigne, ça m'arrive qu'un élève parle avec beaucoup de mots anglais, puis pour m'engager aussi, bien, pour l'aider, moi, dans le fond, je veux juste l'aider à ce qu'il développe son français, mais je suis là, puis je lui dis beaucoup de mots en français, puis tout ça, puis je n'avais pas réalisé que peut-être ça pouvait l'affecter aussi au niveau de son estime. Donc, je voulais vraiment juste en parler un petit peu ensemble, puis comme je vous ai dit, vous allez avoir la chance de visionner aussi ces 2 capsules-là qui vont parler d'insécurité linguistique. Nathalie, je vois que tu voulais ajouter avec l'autre question. Beaucoup d'emplois demandent le travail d'équipe, des habiletés sociales reliées à la communication orale. Absolument, oui. Est-ce que tu voudrais détailler davantage au groupe? Ben, c'est ça, ça résume quand même bien. C'est juste que je me dis exactement. Donc, les enfants, si c'est vite puis si ça texte plus ou moins, ben, c'est qu'ils vont être demandés. On va leur demander, voyons, un instant, je voudrais acheter une voyelle. Je recommence. Plusieurs métiers, peut-être qui n'existent même pas en ce moment, vont demander la collaboration des gens. Les gens vont travailler pas juste seuls dans un cubicule, mais avec un partenaire ou plusieurs, peu importe. Puis je pense que ça commence dès l'école primaire de savoir attendre son tour pour parler, ajouter une idée sur l'idée de quelqu'un d'autre, faire du pouce sur son idée, attendre que la personne ait fini de parler, montrer peut-être son désaccord, mais de façon respectueuse, etc. Donc, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'on peut pas leur montrer que tout se dit, mais qu'il y a une façon de le dire aussi, puis qu'il y a des tons, c'est pas juste les mots, mais toutes ces habiletés sociales-là qui sont reliées à la communication orale, je trouve que c'est important et que ça a sa place dans nos salles de classe. Absolument. Oui, pour développer ces habiletés-là par la suite. Oui. Maintenant, dans votre salle de classe, quelle est la place de l'expression orale dans votre classe? Donc là, j'ai mis un petit micro pour si jamais vous voulez lever la main puis parler aussi par rapport à c'est quoi la place de l'expression orale dans votre classe et comment aider nos élèves sans brimer leur estime de soi en français. Donc, les accompagner ensemble pour qu'ils développent leur vocabulaire en français. Ça aussi, c'est des questions qui se retrouvent dans votre journal de bord si jamais vous voulez compléter. Je vous laisse un petit peu de temps là, ici pour compléter votre journal de bord avec vos réflexions, vos idées, peut-être les idées des autres aussi, qui sont super pertinentes. Je sais qu'on a déjà parlé un petit peu de la place que vous donnez à l'expression orale dans votre classe. Cette communication-là entre les élèves, puis les bienfaits aussi de la communication entre les élèves. Est-ce qu'il y a une meilleure façon sans brimer leur estime de soi? Des fois, les élèves qui apprennent le français ou qui parlent beaucoup en anglais à la maison, des fois, ils sont plus craintifs de s'exprimer en français. Julie? Ah, ben moi, carrément, je leur dis-le en anglais. Si tu ne le sais pas en français, dis-le en anglais. Puis, même des fois, moi, j'ai grandi au Québec, mais
je pense beaucoup en anglais ces temps-ci. Je suis en Ontario, mon mari est anglophone, puis il y a des mots qui sortent. Puis là, je suis comme, je me souviens plus du mot en français. Puis là, on parle, on discute. Fait que, tu sais, je leur montre que moi aussi, j'oublie des mots, puis je ne suis pas parfaite en français. Puis des fois, je lance des expressions en anglais, puis des fois, j'en lance en français. Tu sais, comme, c'est sûr que je parle 90% du temps ou 95% du temps en français, mais je leur laisse voir que c'est correct. Moi, j'ai grandi au Québec, mais on n'est pas au Québec, là. Tu sais, on est en Ontario. Je ne sais pas combien de pourcentage qu'ils ont en anglais. Faut les laisser comme savoir que c'est correct là, s'ils ne sont pas parfaits en français. C'est complètement normal. Complètement normal. Absolument. Oui, j'aime vraiment ça. Écoute, ça me donne des frissons, Julie, quand tu parles. Je trouve ça vraiment beau, qu'est-ce que tu dis, puis que c'est vraiment... c'est vrai, leur laisser la chance à la maison ou dans leur vie quotidienne. Ils parlent beaucoup, ils entendent beaucoup de l'anglais, puis ça se peut que le mot en premier ressorte en anglais, puis c'est correct, ça fait partie aussi de la richesse, puis de la beauté aussi de l'Ontario, puis de l'Ontario français, d'avoir ces deux langues-là aussi fortes. J'aime ça que tu es un modèle pour tes élèves aussi, donc chapeau à toi. Thérèse? Oui, un peu comme Julie disait, avant que j'arrive ici à Ottawa, j'avais ma classe de maternelle jardin à Toronto. Et puis, même à 4-5 ans, on les encourageait de faire un petit monte et raconte pour les habituer à s'exprimer. Ça n'a pas besoin d'être un chapitre, ça n'a pas besoin d'être répété à la maison pendant 5 heures de temps. On leur donnait comme un sujet. Ma couleur préférée. Pourquoi est-ce que tu aimes le bleu? Le ciel est bleu, mon toutou est bleu. Juste pour leur donner des 30 secondes, 1 minute, pour leur donner la chance de s'exprimer, puis leur donner la chance, comme que Julie a dit, si l'enfant ne connaît pas le mot en français, mais qu'il dise en anglais, moi j'ai compris, alors moi je vais le répéter en français, puis leur donner la chance d'apprendre le vocabulaire, parce que le nombre d'élèves qui arrivent au début de l'année, j'en ai eu plusieurs que « Hello, madame, can I go to the bathroom? » C'était la seule façon qu'elle communiquait avec moi, c'était en anglais, mais en leur donnant la chance, puis quand les parents venaient, j'ai dit le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est de leur parler en français à la maison. On leur donne la chance de parler français à l'école. Ils ont fait le choix d'envoyer leur enfant dans une école de langue française. Alors, le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de leur parler en français. Et le plus qu'ils l'entendent, le plus qu'ils vont s'apprivoiser du vocabulaire, puis ils vont se sentir de plus en plus à l'aise. Alors, du début maternel à la fin jardin, leur vocabulaire est comme extrême. Et vraiment, là, la petite que j'ai toujours en tête, aucun mot de français au début en maternelle et à la fin jardin, madame, il parle anglais. Madame, elle se promenait, pas qu'elle faisait la police, mais elle reconnaissait qu'on était dans une école de langue française et qu'on devait parler français. Alors, toutes les opportunités, mais le petit pas, c'était leur donner leur journée où ils pouvaient faire une présentation sur le sujet et d'y aller par la suite. Donc, absolument. Puis leur donner ce vocabulaire-là, c'est vraiment bon aussi parce que quand il arrive, que ce soit en maternelle ou dans les autres années aussi, des fois, on en a qui arrivent dans leur parcours à l'élémentaire. Puis, qu'on leur donne ce vocabulaire-là, puis de dire des fois le mot en anglais. Puis, moi, si j'ai un élève qui va me demander d'aller à la toilette en anglais, je vais lui dire comme « Ah oui, tu peux aller à la toilette. » Puis là, à la force de lui dire, ça va rentrer, puis il va dire « Ah, OK, c'est la toilette. OK, bien, je vais finir par le dire parce que je l'ai tellement entendu de cette façon-là. » J'avais une autre main levée. Nathalie? J'avais quelques points là, avec la question pour aider les élèves avec l'insécurité linguistique. Évidemment, faire très attention de s'assurer de ne jamais dénigrer l'autre langue, quelle qu'elle soit. Puis, je me disais aussi que, c'est pas grave, dans sa phrase, il y a 1 ou 2 mots en anglais. Moi, j'aime mieux qu'on laisse parler, qu'il dise sa phrase. S'il y a 1 ou 2 mots en anglais, au lieu d'accentuer le fait qu'il y a 1 ou 2 mots en anglais, regarde, il a dit tous les autres mots de la phrase en français, donc bravo. Et dans cette optique-là aussi, encourager tous les efforts. S'il parle toujours anglais, comme l'exemple
de Thérèse, ben, la journée qui va dire peut-être « Madame, can I go to the toilette? » Ben, yeah, bravo, comme il y a un mot. Donc, encourager tous les efforts, tous les petits pas, puis louanger le bilinguisme. Je suis d'accord avec, je pense que Thérèse qui a dit ça, c'est tellement une richesse, ou c'était Julie qui a dit ça. C'est rien à être bilingue quand on compare à des petites régions en Europe, des petits pays où les frontières sont tellement proches que les gens sont trilingues souvent, ou qui connaissent même 4, 5 langues. Moi, ça m'impressionne tellement, puis je trouve tellement que c'est riche que je me dis, c'est vraiment encourager le bilinguisme, peu importe les 2 langues que tu parles ou les 3 langues que tu parles, c'est vraiment un atout. Donc, je pense que c'est de souligner ça. Puis, l'autre point, c'était... Ah oui, on parlait de, des fois, redire comment ça peut brimer. Bien, des fois, au lieu de juste dire le mot, mettons, le mot en anglais, puis reprendre juste le mot, mais si tu redis toute la phrase pour... Ça passe comme si tu as juste l'air de vérifier si tu as bien compris, comme on peut faire en français en redisant dans nos mots, en paraphrasant. Ben là, tu dis le mot en français, fait que ça ne paraît pas, tu le reprends pas, mais un peu comme dans ton exemple, Gaëlle, que tu viens de mentionner, de dire « Ah, OK, oui, tu peux aller à la salle de toilette. » Ben, comme ça, on les expose aux mots, puis on n'a pas l'air de reprendre. Puis, ben, à force de répéter, surtout quand ils sont tout petits, je pense qu'ils absorbent pas mal plus qu'on pense. Mais leur parler, par exemple, français, quitte à ajouter de la gestuelle aussi quand on leur parle, des gestes pointés, quoi que ce soit. Oui, absolument. Merci du partage. Faiza? Oui, j'appuie Valérie, ce qu'elle vient de dire. Il faut laisser, comme moi j'enseigne à l'élève, je vois beaucoup de cas comme ça, surtout pour la communication orale. Les élèves trouvent de la difficulté à chercher un mot en français et l'avantage pour moi, je comprends leur langue maternelle. Donc, je leur laisse l'expression de s'exprimer. Si dans une phrase, il me dit un mot en français, 3 mots en leur maternelle, je les laisse s'exprimer au fur et à mesure. Il va avoir de la sécurité linguistique, il peut s'exprimer. On ne peut pas avoir les choses parfaites dès le début. On laisse le temps, on encourage. J'encourage sans cesse. Et là, on voit du progrès. Donc, on ne peut pas avoir tous les choses parfaites au début. Et on laisse avec le temps, avec les encouragements, on laisse la confiance à l'élève d'aimer la langue, de vouloir s'exprimer en français. Et c'est ça. Voilà. Merci. Absolument. Un super beau, une belle échange qu'on vient de vivre maintenant. Là, vraiment, ce que vous avez dit, c'est vraiment incroyable de rendre les élèves bien aussi pour apprendre la langue française, puis de l'aimer, de se sentir aussi appartenir à la langue, mais sans brimer non plus les autres langues, parce que ça fait partie aussi de leur identité de parler anglais ou de parler arabe ou de parler le Kirundi ou le créole. Ça fait partie de leur identité. Et puis, c'est important de célébrer aussi cette belle identité-là. Nathalie? J'aime bien aussi parler des accents avec les élèves parce qu'un accent, il n'y a personne qui a un accent. C'est relatif, c'est selon la perception. C'est la personne qui t'écoute qui va trouver que tu as un accent. Mais toi, quand tu parles toi-même, tu n'as pas d'accent. Puis, je dis toujours, ça te définit, ton accent fait partie de qui tu es. Puis, moi, c'est mon plaisir des fois d'écouter et de dire « Ah, qui est ça? Attends une minute. » C'est un accent du Lac-Saint-Jean, mettons. C'est un accent du Nouveau-Brunswick. Puis, juste ici, en Ontario, pas besoin d'aller très, très loin. Puis, on va entendre des sonorités différentes. Des fois, c'est des prononciations. Moi, ma mère, elle vient d'un petit village au Québec, puis mon père est franco-ontarien, mais j'étais la seule élève de ma classe à dire « arrête ». Personne ne disait « arrête ». Mais parce que quand j'allais dans ma famille, puis tout ça, je revenais toujours avec, on dirait, une petite expression ou une petite façon de formuler ou quoi que ce soit. Fait que je trouve qu'il y avait une petite vidéo, puis j'ai hâte d'aller voir ta vidéo parce que c'est peut-être ça, je me souviens plus où j'avais vu ça,
sur les accents. Puis je trouve que quand on sensibilise les enfants à ça aussi, c'est d'accepter qu'on a tous notre façon, des fois, de prononcer certains mots ou de dire certaines expressions. Puis c'est bien correct comme ça. C'est d'apprécier nos différences puis de se respecter là-dedans. Il n'y a pas rien de meilleur ou de mauvais, c'est juste différent. Puis c'est comme quand on parle d'une différence, par exemple, physique aussi, tu sais, ou quand on a des classes avec des enfants, soit avec un handicap physique ou quoi que ce soit, puis on parle à nos élèves, on les sensibilise aux différences, bien, ça, c'en est une aussi parmi tant d'autres, puis il faut juste respecter ça. Moi, mes filles sont francophones, puis à un moment donné, OK, je parle beaucoup, là, je sais, désolée. C'est intéressant. Tranche de vie, 5 ans passés, on célèbre le 50e anniversaire de mes parents, puis on décide de le faire dans la région de ma mère. Puis là, mes filles sont là, il y a des cousines et tout ça. Puis là, les gens leur disent « Ah, vous avez un accent anglais. » Je peux vous dire que quand on est retourné dans l'auto, c'est la première chose qu'elles ont dit. Insulter, ben voyons donc, on n'a pas un accent anglais. Mais c'est ça, moi non plus, je trouve pas, mais ailleurs, quand on se déplace, ben c'est ça. C'est comme ça qu'on peut être perçu. Les gens entendent une autre sonorité, puis c'est notre réalité. Oui, oui. Puis c'est ça des fois aussi qui peut amener, à force de se faire dire qu'on a un accent anglais, des fois c'est ça qui peut créer comme est-ce que je dis bien les mots? Est-ce que je suis correcte? Tu sais, on se pose des questions après ça. Donc, j'aime beaucoup comment tu amènes l'idée des accents aussi, puis que c'est vraiment, dans le fond, une perception de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous entend, hein, qui perçoit ces accents-là. Donc, j'aime cette façon de voir les accents. Merci du partage, beaucoup. Wow, on a des belles discussions ensemble. Dans le fond, pour vous parler de la self, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite tranche de vie avec le congrès que j'étais allée. Une des raisons pourquoi j'ai décidé de parler de la communication orale en début d'année, c'est vraiment après avoir lu cet article-là, l'oral à l'école, bien plus qu'un exposé. Donc, c'est un article et il y a une vidéo aussi d'un chercheur, Christian Dumais, qui parle vraiment de l'importance de l'oral à l'école. Alors, moi, quand je suis tombée là-dessus sur cet article-là et que j'ai écouté la vidéo, là, je suis partie sur plusieurs recherches. Là. On ne parlera pas de toutes ces recherches-là ensemble aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça super intéressant de parler de l'oral d'une autre façon qu'avec des présentations orales. Alors, ça aussi, je vous mets, quand vous cliquez sur le lien, vous avez la vidéo et la lecture de l'article. Il y a aussi le Café Chaud qui a une section qui parle de l'oral à l'école aussi avec Christian Dumais. Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant. Pour moi, ça a été un gros wow dernièrement, là, un gros coup de cœur que j'ai vécu dernièrement dans ma carrière quand j'ai lu ces articles ici. Je vous ai mis ici un Jamboard. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le partage d'idées est super important. Puis là, je vois que c'est très, très riche, nos discussions qu'on a ensemble. Alors, je vais le mettre dans le clavardage. Ce partage d'idées-là, ce Jamboard-là, vous pouvez le laisser ouvert tout le long de la formation pour justement partager vos idées en forme de pense-bête. Donc, les pense-bêtes, c'est le petit carré ici avec des petites lignes. Vous choisissez la couleur de votre choix, puis vous pouvez écrire et enregistrer, puis ensuite, vous pouvez le déplacer. La première page du Jamboard, c'est place un pense-bête pour partager une idée d'activité. Oh, pardon, il est en lecture seule. Je vais le changer immédiatement. Mais oui, c'est vrai, lecture seule. Désolée. OK, là, ça devrait fonctionner si on fait un rafraîchir. Donc, place un pense-bête pour partager une idée d'activité pour engager la communication orale. Donc, vous en avez déjà partagé beaucoup. Si jamais vous voulez juste écrire rapidement un petit quelque chose ici, pour changer de page, on va aux flèches ici. Pense-parle, partage, je vais en parler aussi un petit peu plus tard dans la formation parce que c'est une autre stratégie pour engager nos élèves avec la communication orale. Le tourne-toi et parle, même chose.
Je vais en parler un petit peu plus tard. Si jamais vous en connaissez des activités en lien avec le tourne-toi et parle, pense, parle, partage, parce que c'est des stratégies que vous utilisez, n'hésitez pas à remplir tout de suite. Sinon, plus tard, comme j'ai dit, je vais en parler. Des jeux de société aussi. Si vous avez des idées de jeux de société, encore une fois, on va en parler un petit peu plus tard, mais je vous le mets ici déjà comme ça, on sait un peu où on s'enligne. Et finalement, des applications, là, c'est plus technologique. Si vous avez des outils technologiques que vous aimez vraiment beaucoup utiliser, tantôt on a eu Flipgrid qui est sorti. Si jamais vous avez des outils que vous aimez beaucoup utiliser, n'hésitez pas à les inclure ici dans cette page-là. Et puis la 6e page, c'est juste une page blanche si jamais vous êtes en inspiration d'autres choses. Alors ça ici, je le laisse ouvert. Et puis, n'hésitez pas, comme je dis, la formation aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit un réseautage. Alors là, on a discuté beaucoup ensemble. Il y a des personnes qui ont pris le micro pour partager. La formation va être enregistrée aussi, alors vous allez pouvoir réécouter ces moments clés-là si vous voulez, ou aller rechercher ces idées-là dans le Jamboard. Dans le guide d'enseignement efficace de la communication orale, il y a une section qui est vraiment fascinante. Donc, ici, quand on clique sur l'image, donc je suis retournée dans la formation ici. Quand on clique sur l'image, je vais vous laisser un petit peu de temps, je pense, pour le Jamboard, parce que je vois qu'il y en avait qui écrivaient encore, donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Sinon, en attendant, vous pouvez cliquer sur le guide d'enseignement efficace de la communication orale et le feuilleter, si vous voulez. Pour un mardi soir à 7h20, c'est... Donc, dans le guide d'enseignement efficace de la communication orale, il y a plusieurs années, j'ai vu ce diagramme ici que j'ai mis dans la présentation orale. Et pour moi, ce diagramme-là a été vraiment un point marquant dans ma carrière. Parce qu'en début de carrière, je faisais presque uniquement juste des présentations orales. C'était la façon que j'évaluais la communication orale, c'était avec des présentations orales. Quand je suis tombée sur ce diagramme-là, j'ai vraiment fait « Oh, wow, OK. » dans pointe de tarte, dans notre diagramme circulaire, c'est pas très gros la présentation orale versus, disons, expression ou même interaction verbale. Donc, moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marqué. Puis un peu comme Julie parlait tout à l'heure, que tu as partagé que l'année passée, tu voulais intégrer davantage de la communication orale informelle. C'était un peu ça mon objectif aussi cette année quand je suis tombée en première, deuxième. Mon objectif cette année, c'était de me concentrer vraiment beaucoup sur la communication orale et de permettre à mes élèves de parler beaucoup, beaucoup. Pour que mes élèves parlent beaucoup, il faut que moi, j'arrête de parler aussi. Puis ça, des fois, c'est difficile, mais je me fais des petites mini-leçons très rapides. Je regarde beaucoup l'heure pour m'assurer que, OK, j'enseigne pas plus que des fois 10 minutes, c'est ma leçon. Après ça, boum, ils s'en vont au travail. Puis je veux qu'ils échangent, je veux qu'ils collaborent ensemble beaucoup parce que c'est de cette façon-là que je trouve qu'ils ont développé énormément. Puis c'est drôle parce que j'ai des premières, deuxièmes. Mes premières années, en début d'année, sont arrivées. Généralement, ils savaient très, très, très peu lire, reconnaissaient quelques sons, le son des lettres et quelques sons complexes, mais pas beaucoup. Pas assez pour lire une histoire, hein? Mais aujourd'hui, on est mi-octobre, puis déjà, mes élèves de première année, c'est sûr, j'ai mes deuxièmes aussi qui sont là, mais à cause de cet échange-là ensemble, déjà là, ils ont appris, ils ont développé leur stratégie de lecture. Oui, je parle de lecture alors qu'on est en communication orale, mais tout ça, c'est tout interrelié. La lecture, l'écriture, les mathématiques, les sciences, tout ça, c'est tout intégré dans la communication orale. J'ai écrit les lectures pages 19 à 28. On ne lira pas pages 19 à 28 ensemble,
Avant de continuer ma pensée, dans le fond, quand je clique sur le lien, ça nous emmène ici sur EduSource pour ouvrir la ressource. On a accès à EduSource à vraiment toutes les ressources nécessaires. Alors là, ici, j'ai dit page 19 à 28. C'est page 19 du document. Et non 19 donc, c'est page 13 du guide, mais c'est page 19 si on va chercher les documents. Donc, à partir de la page 19, si on fait juste regarder les grands titres, vous pouvez lire en diagonale aussi par rapport à cette information-là parce que j'ai trouvé vraiment que c'était l'information qui est importante, même si le guide date de 2008, si je ne me trompe pas, c'est encore l'information qui est à jour. C'est de l'information qu'on peut quand même encore utiliser dans notre salle de classe. Alors, je vais juste lire les titres avec vous. Une classe axée sur la communication orale, le grand titre, donc le langage oral, on a les composantes du langage, on a la conscience phonologique, on a la conscience syntaxique et les notions de grammaire, l'étude de vocabulaire, les situations de communication orale, donc c'est ici à cette page-là que j'ai pris mon diagramme. Puis là, ici, ce qui est intéressant quand on lit en diagonale, des fois, on peut lire rapidement les points ici pour savoir c'est quoi les avantages. Ici, tout à l'heure, quand je vous parlais de la théorie d'action, que ça crée des liens aussi ensemble. Nathalie, toi aussi, tu as parlé beaucoup des habiletés sociales qu'on développe grâce à la communication orale, mais tout ça, c'est écrit ici aussi. Les interactions verbales, l'expression, présentation orale. Donc là, on a les 3 sections du diagramme détaillé. L'action pédagogique. Donc là, ça, c'est nous. Qu'est-ce que nous, on peut faire comme pédagogue? La gestion de classe, qui est un point très important à la communication orale. On a besoin de travailler, d'avoir une bonne gestion de classe, de favoriser un climat positif, de confiance, de respect, avec des routines. Donc, tout ça, c'est quand même important d'établir cette routine-là, dans le fond, dans notre gestion de classe. La planification aussi, de l'intégrer, d'avoir une intention. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? De quoi on veut que nos élèves parlent? Si vous avez une classe bavarde comme la mienne, des fois, c'est plus, OK, quand est-ce que je peux les arrêter de parler? Parce que moi, ils parlent beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que mon objectif cette année, c'était qu'ils parlent, mais ils ont atteint au-delà cet objectif. Et finalement, le cadre de planification de l'enseignement des habiletés liées à la littératie. Alors, tout à l'heure, je vous parlais que tout est lié, mais ici, on a un diagramme pour les visuels. Moi, je suis très, très visuelle, je vois ça, puis ça me parle vraiment beaucoup parce que je vois à quel point la communication orale, l'écriture, la lecture, tout ça, là, c'est tout interrelié ensemble. Donc, ça, c'est les pages que je voulais juste qu'on survole ensemble du guide d'enseignement efficace de la communication orale. Même si c'est de maternelle à la 3e année, c'est des concepts qui sont quand même pertinents aussi pour les plus vieux. La communication orale, comme je viens tout juste de vous dire, elle est partout, n'est-ce pas? Elle est en français dans tous nos domaines de français, écriture, lecture, en mathématiques, en sciences sociales, en sciences. J'ai mis ici des petits exemples, des échanges mathématiques, résolution de problèmes. Je ne sais pas si vous faites je remarque, je me demande, mais ça, pour que les élèves puissent parler puis développer leur pensée mathématique, c'est vraiment bon. Grosso modo, moi, je mets une image avec une image n'importe quoi. Des fois, c'est un champ de citrouille. Les élèves doivent me dire qu'est-ce qu'ils remarquent, mais des fois, là, c'est des affaires, le ciel est bleu. C'est correct, c'est ça qu'ils ont remarqué, que le ciel était bleu, c'est ça que j'écris. Puis je me demande, là, c'est plus des questions, que je me demande combien il y a de citrouilles, par exemple, etc. Alors, ça développe vraiment leur communication orale en lien avec les mathématiques. En écriture, vous connaissez peut-être les ateliers d'écriture, les mini-leçons d'écriture, la conscience phonologique, tout ce qui est autour de la conscience phonologique aussi fonctionne super bien en écriture, évidemment, mais peut se faire à l'oral d'abord et avant tout en maternelle jardin. Lecture interactive. Tout à l'heure dans le Jamboard, j'ai vu rapidement quelqu'un qui avait mis lecture interactive dans une de ses idées. Lecture à voix haute.
en sciences sociales, la pensée critique et la création, c'est très, très fort dans notre curriculum d'études sociales. Je ne sais pas pourquoi j'écris sciences sociales. D'études sociales. Et finalement, sciences avec le processus design. Donc là, ici, je vous ai mis un petit micro pour qu'on puisse discuter ensemble. Quand nos élèves peuvent-ils se pratiquer à parler? Autre que, tu sais, on a les matières, mais est-ce que vous avez d'autres idées à partager pour que les élèves puissent parler? Des exemples d'activités que vous faites dans les classes, dans vos classes, en lien avec ces matières-là pour qu'ils puissent parler, puis échanger. J'essaie de trouver un article. Samedi, j'ai passé la journée avec l'équipe j'enseigne avec la littérature jeunesse. Il y avait la journée littéraire et puis à un moment donné, un des ateliers que j'avais choisi, je pense que c'est qui s'appelait l'engagement. Puis en tout cas, c'était une activité reliée à la lecture d'un album presque sans texte où l'enseignante il y avait 3 pictogrammes, disons, une bulle, comme une bulle de parole, un livre, puis disons 2 bulles de parole comme une dans l'autre. Puis elle avait mis 2 mots aussi. Donc, c'est tout simplement qu'après, si tu avais une réaction à la lecture, un commentaire à faire, là, elle mettait un trait. Un trait était égal à un point. Si tu disais un commentaire et que tu faisais vraiment le lien avec le texte, avec un exemple du texte, là, c'était au centre où le petit livre, elle mettait un point. Puis là, si, mettons, moi, je dis quelque chose, puis là, toi, tu fais du pouce sur ce que j'ai dit, tu ajoutes à ce qui a été mentionné. Alors là, c'était le petit dessin des deux bulles. Puis parfois, puis là, on a vécu l'activité pour mieux la comprendre. Puis elle pouvait aussi pointer un des mots pour inciter l'élève, ou nous inciter, là, dans notre cas, à utiliser le mot. Donc, soit 2 mots de vocabulaire à réinvestir qui avaient rapport à la discussion, disons, ou 2 thématiques, ou en tout cas, là, il y a un peu de choix, là. C'était l'album, je ne me souviendrai pas du nom, mais c'était très, très beau. Je pourrais vous le trouver. Puis je sais que sur le blog, il y a un article qui explique cette activité-là. Puis là, tu sais, c'est pas quelque chose à faire tout le temps, mais comme elle dit, il reste un peu plus engagé parce que c'est ludique à cause des points. Puis quand tu le refais un autre tantôt, ben, tu dis, OK, la dernière fois, on a eu 15 points. Est-ce qu'on est capable d'avoir encore plus d'idées aujourd'hui puis d'avoir encore plus de points? Donc, tu sais, tu veux les inciter à parler encore davantage. Donc, j'aimerais ça vous le trouver puis vous le partager parce que j'ai trouvé ça bien. Puis aussi pour réinvestir quelques mots de vocabulaire. On en a parlé un petit peu tantôt de l'importance du vocabulaire. En tout cas, je voulais faire cette petite parenthèse-là. Oui, super. Puis je ne sais pas si c'est possible parce que là, plus tard, je vais parler d'évaluation, mais est-ce que ces petits pictogrammes-là, ça serait possible, nous, par la suite, comme enseignants, de les mettre dans une grille d'évaluation? Puis je lance ça comme ça, parce que je n'ai pas vu physiquement, puis je n'ai pas vécu l'activité, mais de prendre ces pictogrammes-là dans une grille d'observation, de conversation. Au lieu d'écrire nos critères, on a ces petits pictogrammes-là. Puis là, comme ça, on pourrait peut-être cocher, OK, bien, Nathalie, elle reformule souvent ou elle rajoute souvent un autre suite à l'idée d'un autre élève. Donc là, ça nous permet de prendre aussi des notes puis d'évaluer en même temps. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait se faire? Je pense que oui. Je veux dire, tu sais, si tu l'as travaillé en classe, puis tu l'as modelé, puis il y a tout l'aspect de nos stratégies de prise de parole, puis d'écoute, quand c'est dans le spontané, on l'a mentionné, on évalue vraiment l'informel jusqu'en 3e année. Je pense c'est qu'on commence le formel en 4 ou 5e année, je suis certaine. Là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On les met dans une situation authentique, puis dans une situation aussi qu'ils ont déjà vécu, là, qui n'est pas nouveau. Bon, le texte, ça s'appelait « Sous les vagues ». Vraiment, vraiment touchant. Puis ça s'appelle « Jouons ». OK, je vais le retrouver. Ça s'appelle « Jouons un jeu ». Elle a mentionné qu'elle avait eu cette idée-là
de Shauna Schwartz au Teachers College. Fait que je ne sais pas OK. si ça dit quelque chose, mais... C'est pas un nom qui me... Oui, là, chercher ici. Puis ici, parallèlement, oh wow, ici, parallèlement, Thérèse, elle nous a parlé de discussion en mathématiques avec des photos, avec des images. C'est exactement ce que j'avais en tête en lien avec mon champ de citrouille, dans le fond. Donc, de mettre une photo de ce genre-là, puis qu'on en discute ensemble. Thérèse, est-ce que c'est quelque chose comme ça en mathématiques que tu fais avec tes élèves? J'en ai déjà fait, mais c'était avec les plus petits, mais j'ai suivi un atelier cet été justement du CFEORP, puis le créateur de ce site-là, c'est lui, Pierre Tranche-Montagne, qui a créé ce site. Et puis, c'est ça, il y a des photos, il y a des points, ils ont des suites. Donc, il y a différentes images à regarder. Et c'est ça. J'avais justement, avant de quitter, j'avais commencé justement avec les Number Talks, là, de commencer à présenter ça aux petits. Mais c'est dans mes réserves si jamais je rentre dans une suppléance puis j'ai besoin de faire autre que qu'est-ce que j'ai besoin du travail d'extra pour une salle de classe en mathématiques. Ça peut s'appliquer autant pour les petits que pour les plus grands. Oui, super. Merci beaucoup du partage. C'est vraiment très riche aussi. Bienvenue. Donc, notre deuxième section, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, puis on a tellement des bonnes discussions. Mais au moins, on va couvrir pas mal avec vos discussions, avec vos commentaires, tout ça, ça couvre beaucoup qu'est-ce qui s'en vient aussi. Alors, quelle est la place de l'oral dans ma classe? Donc, dans le guide d'enseignement efficace de la communication orale, on a l'importance d'établir un climat de confiance. Donc, quand, c'est sûr, dès la rentrée scolaire, dès qu'on a nos élèves, si on arrive avec nos élèves au milieu de l'année scolaire, c'est à ce moment-là. Apprendre à connaître nos élèves et leur laisser du temps pour qu'ils apprennent à se connaître. Mettre en place une culture d'acceptation des erreurs, des questions, des réflexions. Établir des routines. Discuter des attentes, mettre en place un aménagement qui correspond à nos besoins et à ceux des élèves et favoriser la collaboration entre les pairs. Ici, je veux juste mettre une petite étoile sur apprendre à connaître nos élèves. On est pas mal bon, j'imagine, on est bon à apprendre à connaître nos élèves, on leur parle beaucoup, mais leur laisser pour qu'eux apprennent à se connaître, ça aussi, c'est vraiment très important. J'avais vu dans un réseau social cet été une vidéo, une courte vidéo d'une enseignante aux États-Unis qui disait qu'elle, cette année, ce qu'elle voulait faire avec ses élèves, c'est que le temps d'accueil au début de la journée, c'était un temps un petit peu libre. Donc, avant les annonces, le 5-10 minutes, les élèves, ils peuvent parler, ils peuvent jouer à des jeux de société. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Moi, j'ai changé de niveau cette année, j'ai changé d'école. Donc, ça a été un des gros changements pour moi cette rentrée scolaire, mais j'ai voulu intégrer ça. À cause de tous les changements, je me suis dit, bon, je vais commencer à une chose à la fois. Mais de plus en plus, je fais un petit pas à la fois parce que c'est important de suivre aussi dans qu'est-ce qu'on est à l'aise. On a beau avoir des idées ou entendre des idées ici et là, mais des fois, c'est de les mettre en pratique quand on est prêt. Et à ce moment-là, au début de l'année, je n'étais pas prête à mettre ça en pratique. J'avais d'autres choses à mettre en place avant. Aujourd'hui, on est quand même mi-octobre, puis tranquillement, pas vite, je laisse mes élèves à juste quand ils arrivent le matin, ils accrochent leur manteau, leur boîte à dîner, tout ça. Puis je leur laisse du temps libre pour jaser. Nous, on n'a pas de récréation le matin en rentrant avant de rentrer à l'école. Alors, je leur laisse 5-10 minutes-là pour jaser ensemble, puis parler de leur fin de semaine, puis de rire. Puis je trouve tellement que ça l'allège. Et ça aussi, c'est un temps où ils peuvent parler. Il y a la communication orale. Moi, j'entends qu'est-ce qu'ils se disent aussi. Alors, je peux faire du pouce avec eux par la suite. Alors, je continue à connaître mes élèves aussi. Donc, c'était aussi une petite idée que je voulais vous lancer. Quand mes élèves parlent-ils? Donc, ça ici, je vous ai mis juste un exemple de, c'est mon horaire hebdomadaire, dans le fond, de quoi ça a l'air. Alors, je commence toujours en français, puis après ça, j'ai mathématiques, puis après ça, j'ai mes matières comme études sociales, enseignement religieux, et en après-midi.
et le bleu, c'est mes gestions. Bref, quand mes élèves parlent-ils, donc ici, 2 fois par semaine, je fais des centres. Vu que j'ai un niveau double, pour moi, je trouvais ça plus facile de faire des centres. J'en faisais aussi quand j'étais en 6e année. Par centre, je me suis basée un petit peu sur les 5 cours quotidiens, mais je le fais vraiment à ma façon encore pour que ça réponde à ce que mes élèves, où est-ce que je veux amener mes élèves. En mathématiques, toujours, mes élèves parlent toujours, ils expriment leur raisonnement mathématique, ils justifient pourquoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de place à discussion en mathématiques. Je fais des ateliers d'écriture aussi, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, dans les ateliers d'écriture, si vous les faites, vous savez qu'il y a un temps vraiment de discussion, un pense-parle-partage. Les élèves, ils pensent eux-mêmes. En plus, ils en parlent à leur ami à côté. Après ça, en grand groupe, donc on en discute. On a aussi notre groupe d'auteurs, notre club d'auteurs que mes élèves ont appelé les patates. Oui, mais donc mes patates, on les appelle comme ça parce qu'on est dans un club. Les clubs d'auteurs s'entraident entre eux. Les auteurs s'entraident, alors eux peuvent discuter ensemble puis enrichir leurs idées. Puis je fais la lecture interactive aussi, qui, 2 fois par semaine, qui a vraiment aussi encore une intention pour qu'ils puissent parler. Puis évidemment, à la fin de la journée, dans mes autres matières aussi, mes élèves parlent beaucoup. Comme je vous ai dit, je rajoute à la fin l'accueil parce que pendant ce temps-là, je trouve que c'est un moment qui est super important parce que c'est là, ils viennent d'arriver, ils veulent voir leurs amis, ils veulent parler avec leurs amis. Puis de leur laisser ce temps-là pour parler, c'est vraiment, vraiment riche qu'est-ce qui en ressort. Stimuler sans juger. Alors, on en a parlé beaucoup ensemble. Vous avez beaucoup partagé vos idées aussi par rapport, on a parlé de l'insécurité linguistique. On a tous déjà dit en français, s'il vous plaît, mais des fois, les élèves ne savent pas nécessairement comment le dire le mot en français. Alors, c'est nous, comme guides, comme enseignants, de les amener à développer leur vocabulaire aussi. La définition versus la traduction. On entend souvent des élèves nous dire qu'est-ce que c'est ou je ne sais pas comment dire ce mot-là. Ou quand on fait une lecture, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? J'essaie le plus possible de leur donner une définition avant la traduction. Si je vois qu'il y a un gros point d'interrogation avec ma définition ou mes synonymes, là, les élèves autour, de toute façon, finissent par dire la traduction en anglais, parce que souvent, c'est plus en anglais pour ma réalité. Mais j'essaie de donner plus la définition et d'encourager les élèves aussi à donner plus une définition plutôt qu'une traduction en premier. Puis après ça, des fois, on y va vers la traduction pour aussi les sécuriser. J'amène souvent aussi, ah oui, c'est vrai qu'en anglais, on va dire tel mot, tandis qu'en français, on va dire celui-ci. Alors là, on continue, on va mettre ce mot-là dans notre phrase. Alors, pour vraiment leur montrer les 2 langues. Des fois, si on a des élèves qui parlent d'une autre langue, on peut aussi leur demander, mais dans ta langue, comment est-ce qu'on dirait ça? Ça aussi, ça leur crée un sentiment d'appartenance de « Wow, OK, t'es intéressé à savoir aussi ma langue, pas juste l'anglais parce que je parle anglais, mais aussi, j'ai des élèves qui parlent arabe, j'en ai qui parlent créole, j'en ai un qui parle japonais. C'est riche aussi d'avoir ces échanges-là entre nos différentes langues pour pouvoir les comparer puis trouver un lien entre les langues aussi. Alors, comment être authentique et amusant? Bon, bien, planifiez vos interventions et vos questions en utilisant les techniques d'interaction verbale. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les techniques d'interaction verbale. On dit les talk moves. Je vous ai mis un lien. Malheureusement, les 2 liens sont en anglais, mais j'ai fait une traduction libre, donc laissez le temps aux élèves. On pose des fois des questions. Puis, on a toujours nos 2-3 élèves là, qui lèvent la main tout de suite ou qui ne lèvent pas la main puis qui disent la réponse tout de suite. Mais c'est d'avoir un signal avec nos élèves pour leur laisser le temps de réfléchir. Puis, peut-être de ne pas demander à aucun élève de lever la main puis de choisir un élève au hasard pour vraiment laisser, c'est ça, ce temps-là pour réfléchir, pour pouvoir trouver les bons mots, s'exprimer.
le tourne-toi et parle, je vais en parler un petit peu plus loin. Le reformuler, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Nathalie, tu parlais qu'une des stratégies que tu utilises aussi, c'est l'élève va dire un mot en anglais, une phrase en anglais, donc au lieu de reprendre juste ce mot-là, c'est d'inclure ton excitation, ton interaction aussi avec l'élève, mais en disant les mots en français pour qu'il puisse entendre le vocabulaire. Ajouter et répéter. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu peux répéter ce que l'élève a dit? Ces deux-là, c'est vraiment, je trouve que c'est des bonnes stratégies, ajouter et répéter. Quand des fois, on est en grand groupe, puis c'est comme si les discussions se faisaient juste élève-enseignant. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, là. On pose une question, puis c'est comme un élève qui répond, puis les autres sont en train de, je ne sais pas, mais pas écouter la réponse de l'élève. Mais en utilisant le ajouter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Puis là, s'il n'y a personne qui lève la main, on peut dire à l'élève, OK, bien, redis, les amis, on écoute. Là, il va redire qu'est-ce qu'il va dire. Puis là, des fois, là, ça stimule d'autres élèves. Tandis que le répéter, c'est plus l'élève 1 va dire quelque chose. Là, l'élève 2 va répéter exactement ce qu'il a dit. Il peut aussi reformuler ce qu'il a dit. Donc, ça, c'est des stratégies aussi qui peuvent aider les élèves à garder leur attention. Julie? Je voulais juste dire, ça fait quoi, 3-4 ans que je fais des number talks en mathématiques. Puis, j'avais comme oublié que c'était un objectif pour moi parce que c'est exactement ça. Comme, je parle à un élève, ils me répondent. Il n'y a personne qui fait c'est pas une discussion. C'est comme, on parle à madame, puis that's it. Fait que, ouais, merci beaucoup de me faire rappeler que c'est un objectif que je vais faire cette année. les rendre des discussions. Oui, c'est ça, Ouais. de vraiment faire que. Puis c'est pas facile, ça prend du temps. Puis eux aussi sont déstabilisés parce qu'ils ne sont pas habitués nécessairement à ça. Ils sont habitués à du 1 à 1. Je réponds à madame, puis après ça, quand j'ai fini de répondre, ben je continue à jouer avec mon lacet. Tu sais, tandis que quand c'est vraiment une discussion de tout le monde ensemble, ben ils sont beaucoup plus prêts à écouter puis à être engagés aussi. Je me demande si c'est plus facile de les faire aller en petits groupes, peut-être, puis après le rendre plus gros. Je ne sais pas, c'est une idée qui me vient en tête. Oui, ben, je pense que de commencer avec un petit groupe, effectivement, c'est plus facile. La semaine passée, ça me fait penser, j'avais fait une activité comme ça pour l'Action de grâce. Les élèves devaient dire à son partenaire une chose qu'il avait faite pendant l'Action de grâce, puis en pense, parle, partage. Et puis, dans la section partage, dans la partie partage, au lieu de partager à voix haute qu'est-ce qu'eux ont fait, je leur ai demandé maintenant, partage qu'est-ce que ton ami t'a dit qu'il avait fait. Puis ça, ils ont vraiment resté vagues un peu. Ils ont fait, oh là là. Oui, okay. C'est vrai. Ouais. Puis il y en a quelques-uns, là, je n'aurais pas mis de pression. Là, j'étais comme, tu partages si tu veux partager. Mais ça l'a amené quand même OK, des fois, elle peut nous dire ça, la madame. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Mais je pense qu'en petit groupe, ils seraient peut-être plus à l'aise au début de faire « Est-ce que tu peux répéter? » J'avais des élèves, des fois, comme quand j'étais en 6e année, j'en faisais vraiment beaucoup de ça. J'avais des élèves, des fois, que je nommais au hasard. Puis là, ils me regardaient et j'ai dit « Est-ce que tu as besoin que je répète la question parce que peut-être que tu n'écoutais pas? » Puis là, ils me disaient « Oui, j'écoutais pas. » Puis là, j'étais comme « OK, c'est correct, je vais te répéter ma question. » Puis là, je répétais ma question. Puis au courant de l'année, les élèves étaient comme « Désolée, madame, j'écoutais vraiment pas ta question. Est-ce que tu peux la répéter? » Mais je le prenais pas mal parce que je sais que des fois, on part dans nos pensées. Là, même nous, comme adultes, là, on part. Là. Donc, c'est normal qu'ils ne peuvent pas écouter 100% de tout ce qu'on dit. Là. Donc, mais de les engager de cette façon-là, je trouve que ça l'aide. Ça l'aide un petit peu. Établir des critères avec nos élèves et rester à l'affût des opportunités de discussion ensemble. Alors, on a beau planifier nos interventions puis nos questions, de lire la classe puis de voir où les élèves veulent s'enligner. Ça aussi, c'est une belle opportunité pour discuter, de faire « OK, j'avais peut-être pas planifié ça, mais on va s'en aller dans cette direction-là parce que c'est ça que mes élèves apportent en ce moment. »
Je vais juste parler parce que là, avec les talk moves, les techniques d'interaction verbale, j'ai parlé beaucoup d'écoute parce qu'en communication orale, il y a la partie parler puis il y a la partie écoute aussi, qui sont toutes les deux aussi importantes l'une que l'autre. Je vous ai mis encore le Jamboard, ça vous amène vers exactement le même Jamboard que celui-ci. Alors, si jamais vous avez d'autres idées là, qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à venir les mettre dans le Jamboard à la page appropriée ou à la première page, c'est bien correct aussi. Donc, le pense-parle-partage, si c'est nouveau pour vous, dans le fond, c'est de poser une question en développement ou une question de réflexion au groupe. On leur laisse du temps pour penser seul. Vous pouvez établir un signe non-verbal pour commencer et arrêter à peu près un petit 30 secondes là, pour penser seul. Vous allez le voir, là, ils vont commencer à bouger et regarder un petit peu ailleurs. Donc là, ça peut être le temps d'arrêter, de penser seul. Ensuite, ils partagent leur idée à leurs partenaires proches de eux, dans l'oreille ou en chuchotant. Moi, j'ai rajouté ça. Je ne l'ai jamais faite, mais l'enseignante de l'année passée, je pense qu'elle le faisait parce que dès que j'ai fait ça avec mes élèves cette année, tout de suite, ils se sont mis en petits groupes et ils se sont partagés dans l'oreille. J'ai trouvé ça vraiment cute. C'était pas moi qui a fait cette gestion-là, ils l'ont fait tout seul, mais je trouvais que c'était vraiment, ça limite le bruit aussi. Là. Des fois, quand ils partagent, ça peut devenir assez bruyant. Et ensuite, partager notre idée en grand groupe, quelques élèves, parce que si on a un groupe de 20, 25, ça peut être un petit peu long. Donc, ça dépend vraiment de c'est quoi votre intention. Astuce ici, lors des premières fois, faites un modelage pour les guider. Alors, c'est vraiment important du modelage comme n'importe quoi, de leur faire un modelage pour les aider et bâtir vos critères, votre enseignement explicite à partir de ce que vous voyez ou de ce que vous entendez. Donc, ça ici, on va parler de critères bientôt, là. Et de l'enseignement explicite aussi. Vous pouvez féliciter les élèves en disant comme « Wow, je vois que Julie, elle regarde vraiment beaucoup Nathalie quand elle est en train de parler. Ça, c'est une bonne stratégie d'écoute active. Bravo, Julie. » Puis là, les élèves vont tous se mettre ensemble pour comme regarder la personne qui parle. Donc, de cette façon-là, on commence à bâtir nos critères. Le tourne-toi et parle, on pose une question en développement de réflexion, très semblable à pense-parle-partage. On partage notre idée à notre partenaire. Donc là, il n'y a pas de pense. C'est vraiment juste, on se tourne, puis après ça, on partage notre idée. La variante, dites à vos élèves qu'ils doivent répéter ou reformuler ce que son ami, lui, a dit. Encore une fois, j'ai le Jamboard ici, le journal de bord. Si jamais, dans le journal de bord, dans la section un petit peu plus bas, donc, dans ma classe, la section dans ma classe, ici, vous avez des parties pour parler, pour écrire aussi vos réflexions, si jamais vous voulez écrire vos réflexions par rapport à... Continue. Répète, reformule, explique. Alors là, je viens encore rechercher un petit peu qu'est-ce qu'on vient tout juste de dire. Donc, quoi? Répète quoi? Reformule quoi? Explique quoi? Bien, des concepts importants, des consignes, une réponse à une question. À quel moment? Quand vous en voyez le besoin. Des fois, ça peut être souvent. Puis pourquoi? J'ai mis des plus parce que pour plus, c'est un plus pour consolider la matière, c'est un plus pour les engager, c'est un plus pour les motiver, c'est un plus pour leur écoute et c'est un plus pour la communication orale. Alors, il y a vraiment beaucoup de plus à ce que les élèves répètent, reformulent ou expliquent. Des jeux et des activités. Donc, dans le Jamboard, je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous l'ai présenté de cette section-ci. Ici, jeux de société. Donc, j'ai décidé de mettre cette section-là du jeu de société en communication orale. Pourquoi? Parce que cette année, dans mes centres, j'ai un centre de jeux. Et les jeux que j'y mets, c'est des jeux que j'ai dans ma classe, que je mets dans le centre et que j'explique à mes élèves en lien avec du vocabulaire en français, des phrases en français, bref, c'est des choses évidemment en français. Et je trouve que quand ils jouent à des jeux de société ou des activités, ça génère beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'engagement, puis ils parlent vraiment beaucoup, ils sont vraiment dedans quand ils jouent. J'ai mis ici 2 jeux, donc j'ai mis la série Placote.
Si jamais vous avez la chance de tomber sur des jeux placotes, que ce soit dans une vente de garage, des fois sur Facebook Market, il y en a des vraiment pas chers. Des fois, si vous êtes chanceux, vous avez des voisins dans le groupe. Il y a un groupe de Facebook Buy Nothing, dépendant de votre région. Si jamais il y a des gens qui donnent des jeux de placotes, c'est vraiment, vraiment une bonne série de jeux. Il y a des jeux, évidemment, pour les très petits, mais ça va vraiment jusqu'à plus vieux. C'est des super bons jeux pour développer le langage, tout ça ici. Mais on va se concentrer plus sur le langage ou l'expression orale. C'est vraiment, vraiment des bons jeux qui sont bien, bien faits. J'ai mis aussi le jeu Qui suis-je? Donc, j'en ai mis une variante qui est celui de Monsieur, Madame. Là, ici, je ne vous demande pas d'acheter ça. Là. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste des idées là, que je vous lance. Mais ça aussi, ça stimule l'expression orale parce que là, ils doivent décrire les monsieur, madame pour que l'autre puisse deviner c'est qui. Donc, ça, c'est des genres de jeux de société. C'est vraiment juste des suggestions. Si vous avez des jeux dans votre classe ou peut-être vos collègues ont des jeux ou de garder les yeux ouverts par rapport à des jeux de société, parce que c'est amusant quand même. Ça développe beaucoup, beaucoup d'habiletés aussi. J'ai rajouté ici centre de littératie ou les synchros quotidiens ou autres. Qu'est-ce que vous faites en lien avec des centres? Ça aussi, ça peut être bon pour stimuler la communication orale. Et finalement, si jamais vous connaissez REDO, les ressources éducatives de l'Ontario, maintenant, sont rendus sur EduSource. Alors, en cliquant ici, ça, c'est plein de super belles activités. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous connaissez ça, je l'écris dans le clavardage. Mais les activités REDO, toutes les activités que j'ai faites jusqu'à présent étaient super bonnes et stimulent vraiment beaucoup la communication orale. Ici, il y a quand même 181 résultats de recherche. Vous pouvez faire ici un petit fil, donc disons première année, puis là, ça va vous mettre moins de résultats. Oui, le REDO, c'est vraiment, vraiment des super, super bonnes ressources pour stimuler la communication orale et l'identité franco-ontarienne. Donc, ça, c'est le REDO qui est un coup de cœur. J'essaie, moi, d'en faire au moins, en début d'année, j'en fais à peu près 2 par semaine au mois de septembre. Puis ensuite, j'en fais peut-être une fois par mois. Tu sais, j'aimerais ça 2 fois par mois, mais là, on rentre dans le moule. Hein? Alors, des fois, on a les bulletins qui arrivent, les rencontres, les ci, les sons, on sait comment que ça roule. Mais j'essaie vraiment, vraiment de le faire le plus souvent possible. Puis des fois, même de reprendre des activités que j'ai déjà faites avec eux. Comme ça, ils ont un sentiment d'appartenance. Ils connaissent déjà les règlements. Bien, les règlements, c'est pas des petites consignes. Nathalie, j'ai vu ton commentaire là, pour les titres de collection de placottes. Je vais en sortir quelques-uns, puis je vais les mettre dans la présentation à la fin. Ou je pourrais les mettre directement aussi dans le Jamboard, comme ça fait une partie de partage. Donc, je vais les mettre à ces 2 endroits-là. Et sur le EAV, vous avez accès à Numérico et EduSource aussi. Donc, EduSource, là, je vous ai montré les guides d'enseignement efficaces. Mais Numérico, il y a les ressources pour enseignantes et pour les élèves. Puis, il y a aussi les mini-mag puis mon mag à moi qui peuvent aussi beaucoup stimuler la communication orale. Dans le mini-mag, je parle du mini-mag parce que mes élèves sont plus jeunes. Donc, j'utilise plus le mini-mag présentement. Mais dans le mini-mag, il y a des histoires sans parole. Alors, on peut montrer ces images-là, puis là, elles sont en virtuel. Alors, on pourrait l'afficher sur notre tableau interactif et que les élèves puissent inventer une histoire. Ils peuvent être en équipe de 2, ils peuvent être en équipe de 3, mais ça peut être, je vais juste essayer de trouver l'exemple je pense que c'est celle-ci. D'une histoire sans mots. Alors ici, on a juste des images. Les élèves regardent les images puis doivent inventer l'histoire. Alors, pourquoi pas le faire à l'oral aussi, en équipe de 2. Ils peuvent avoir des petits personnages qui parlent, bon, etc. Alors, laissez libre à l'imagination.
Donc, si vous avez d'autres idées d'activités ou de jeux de société, n'hésitez pas à les mettre dans le Jamboard. Moi, de mon côté, pour Placote, je vais en sortir quelques titres. Je vais les mettre dans la section jeux de société. Puis, je vais pouvoir je vais les rajouter ici en dessous de Placote. Je vais rajouter juste une petite section ici. Et la dernière section, nous parlons. Alors, comment planifier et évaluer l'oral? Donc là, j'ai entendu déjà avec nos discussions beaucoup d'entre vous qui avaient déjà commencé à penser à l'évaluation aussi de l'oral. Donc, en maternelle jardin, je pense que Thérèse, tu étais enseignante de maternelle jardin. J'ai été aussi enseignante de maternelle jardin pendant 2 ans. J'ai adoré. On a la causerie. Donc, on a un temps de causerie en maternelle jardin où les élèves s'installent et on discute ensemble, soit à partir d'une image, peu importe, d'un sujet quelconque, ou des fois, c'est eux-mêmes qui sortent le sujet. Moi, j'avais toujours quand même une idée d'image à mettre si jamais il n'y avait rien qui ressortait vraiment. Bon, là, ça c'est en maternelle jardin, mais en première année, comment est-ce qu'on peut continuer cette routine-là d'avoir une certaine causerie, mais autrement peut-être à partir de la première année? Puis comment encourager des moments de discussion avec nos élèves? Est-ce que vous avez des idées? Un petit micro. La parole est à vous. J'aimais beaucoup l'idée, je pense que c'est Julie tantôt qui a dit ça, là, c'est aimeriez-vous mieux, exemple, avoir la capacité d'être bon nageur ou être bon coureur? Aimeriez-vous mieux voler ou être invisible? Voler, pas voler, faire un vol, là, mais commettre un vol, mais comme un oiseau. Cette question-là, je me souviens que j'en faisais beaucoup au virtuel, mais je pas pensé de ramener ça, là, au moins parce que des fois, oui, ils ont beaucoup de choses à dire, mais c'est de leur donner un genre de sujet ou de petites réflexions, puis pas faire tout le monde, mais t'en fais un petit peu à tous les jours, comme ça, c'est moins prenant, ou des fois, c'est dans des transitions, peut-être. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec un moment de transition ou des moments de fin de journée où on est plus fatigué, tout le monde est plus fatigué, puis que là, c'est bon de prendre un petit temps de discussion. Oui. Ça me fait penser, j'avais fait une activité en lien avec un choix comme ça. Disons, aimes-tu mieux voler ou être invisible? Donc, c'est un choix. Les élèves devaient se placer d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est sûr qu'au niveau de communication orale, un peu moins parce que c'était vraiment juste virtuel. Mais après ça, une fois qu'ils étaient placés, je leur avais dit que c'était comme un demi-cercle imaginaire. Maintenant, ils pouvaient se déplacer parce que des fois, tu sais, c'est pas toujours tranché au couteau, hein? Notre décision, des fois, il y a un petit peu plus de... Donc, je leur montrais vraiment avec un genre de demi-cercle. Eux, ils pouvaient se déplacer dans le demi-cercle s'ils voulaient être plus comme... disons, ici, ils voulaient plus voler, tandis qu'ici, ils voulaient plus être invisibles. Puis, s'ils étaient dans le milieu, ben, c'était moitié-moitié. Je voulais pas qu'ils soient dans le milieu parce que là, c'est juste trop facile. Mais une fois qu'ils avaient trouvé leur position dans le demi-cercle par rapport à leur opinion, là, à ce moment-là, ils pouvaient expliquer, ben moi, je suis plus proche de vouloir voler parce que, puis là, il y avait leurs différentes raisons, mais je comprends qu'il y a une raison que j'aimerais peut-être être plus vers devenir invisible pour telle autre raison. Donc là, c'est sûr, je suis en 6e année, donc il y a plus d'opinions, puis de textes argumentatifs, puis tout ça. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de faire un demi-cercle comme ça. C'est visuel aussi pour les élèves. Faiza, tu avais la main levée aussi. Est-ce que tu voulais partager quelque chose? Oui, comme je vois dans mon école, là, il y a des enseignants de première année, toujours les lundis, ils encouragent les élèves de raconter comment s'est passé la fin de semaine, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, à la fête, l'Action de grâce, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc, ça, c'est comme une routine chaque fin de semaine. Aussi, d'encourager. De parler de leur sport préféré, de ce qu'ils aiment. Donc, essayer d'attirer le sujet qui intéresse le plus l'élève,
qu'est-ce qu'il aime, sport, art, quelque chose comme ça, et laisser l'élève s'exprimer. Voilà. Absolument, partir des besoins de leur intérêt à eux, aux élèves. Et j'ai oublié Oui. autre chose, et montrer à l'élève, même celui qui a la difficulté de la langue ou l'insécurité qui se sent qui n'est pas à l'aise de s'exprimer, lui montrer qu'on l'écoute. Même si c'est un français comme il est en train d'apprendre, il n'a pas assez de vocabulaire, il faut que l'élève se sente à l'aise, qu'on est nous, comme adultes, on est en train de l'écouter, on lui donne de l'attention. Absolument, oui. Puis des fois, si c'est juste un mot, hein, je pense aux apprenants de la langue, des fois, surtout quand la langue, elle est étrangère, on ne connaît pas nécessairement les mots entre. Hein. Si c'est en anglais, on va être capable de se faire une idée, mais quand c'est une langue qui est ni l'anglais ni le français et que l'élève dit beaucoup de ces mots-là de sa langue maternelle, moi, ce que je fais, c'est que quand j'entends un mot en français, ben, c'est comme si j'attrapais ce mot-là, puis je dis « Ah oui, t'es allé en autobus! Wow, OK, qu'est-ce que tu as fait en autobus? » Mais je répète parce que c'est le mot « autobus », par exemple, que l'élève a utilisé, mais je vais répéter beaucoup, puis je vois les étoiles dans les yeux de l'élève qui est comme « Ah, elle a compris comme le mot autobus aussi. » Donc, ça crée aussi une confiance chez l'élève pour justement, comme tu dis, fais ça parce qu'on l'écoute. C'est ça, on veut écouter ce que l'élève a à nous dire. Tout commence dans son programme, c'est rien de nouveau. Alors, j'ai mis celui de maternelle jardin et le curriculum de français. Le curriculum de français, les attentes et les contenus se répètent, mais se spécialisent. Donc, j'ai fait le travail pour première, deuxième année. Première, deuxième année, j'ai imprimé, là on ne voit pas bien, mais j'ai imprimé juste la page communication orale et juste la page de première année et juste celle de deuxième année. Puis vraiment, les contenus et les attentes sont les mêmes dans mes 2 années. La seule différence, c'est entre parenthèses, il y a des petits exemples. Mes petits exemples sont différents de la première et la deuxième année, mais ça reste quand même que c'est les mêmes attentes et les mêmes contenus. Ça commence vraiment à partir de notre programme. Et là, je veux parler de co-construction de critères. Parce que savoir qu'est-ce qu'on veut chez nos élèves, c'est important dans toutes les matières. Ici, cet exemple-là ici, c'est l'exemple que j'avais co-construit avec mes élèves de maternelle jardin à partir d'images qui étaient libres de droit. Donc, je m'étais assurée que dans la recherche web sur présentation Google, à ce moment-là, les images étaient libres de droit, je pouvais les utiliser. Pour faire une co-construction de critères, c'est sûr que j'étais en maternelle jardin, donc j'ai choisi des images qui leur parlaient. C'est moi qui écrivais les mots-clés, mais c'était eux après ça qui pouvaient choisir les images pour savoir c'était quoi. Et on a fait dans le fond, c'est notre tableau d'ancrage, c'est notre co-construction de critères. Moi, c'est ce que je voulais que mes élèves développent dans le temps de la causerie, dans d'autres moments où on parlait en groupe. Alors, levez la main, écoutez l'ami, regardez l'ami, puis restez assis. C'est un critère. Comme je le disais, les attentes de communication orale sont les mêmes. Donc, la première attente, c'est comprendre des messages de diverses formes et fonctions et réagir dans un contexte significatif. Et le deuxième, produire des messages variés avec ou sans échange en fonction de la situation de communication. Un petit devoir pour la prochaine, un tout petit, là, rien de gros pour la prochaine formation qui est en grammaire nouvelle, c'est d'imprimer les 2 pages du domaine de communication orale. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a 2, mais juste le domaine de communication orale. Puis là, le petit devoir que je vous donne, c'est de prendre une couleur et de surligner ce qui est possible d'évaluer en conversation et une autre couleur, qu'est-ce qui est possible d'observer. Alors, vous me voyez venir vers la triangulation. On sait qu'on est très bon pour faire des productions, mais en communication orale, c'est plus de l'observation et de la conversation qu'on va plus se tourner. Mais on a besoin d'avoir quand même ces preuves d'apprentissage-là. Alors, moi, j'ai fait l'exercice avec mon curriculum de première et de deuxième. Et comme je vous ai dit, on a les mêmes contenus. Alors, ils ont les mêmes couleurs de la première et la deuxième année. Et j'ai construit une grille d'observation et une grille de conversation.
tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'était Julie qui parlait des petits pictogrammes. Oh non, c'était Nathalie avec ta formation d'enseigner avec la littérature jeunesse. Les petits pictogrammes, je pense que ça pourrait être intéressant parce que ça allège un petit peu une grille d'évaluation au lieu d'avoir trop de mots, puis ça va plus rapidement. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez choisir des critères et évaluer au courant d'un certain moment ces critères-là en communication orale. Donc, quand vous allez prendre ça, quand vous prenez votre curriculum, ça va un peu vous sauter aux yeux que un contenu est une conversation, puis l'autre contenu est plus une observation. Ça va vraiment... ça va bien se faire. Donc, ça, c'est un petit devoir que je vous donne pour la prochaine fois et ce qui peut vous aider dans toutes les matières en passant. Donc là, c'est sûr, je n'ai pas mis production, mais dans n'importe quelle matière, vous pouvez prendre le domaine même de écriture, puis surligner avec une troisième couleur qu'est-ce que vous pourriez évaluer en production, qu'est-ce que vous pourriez évaluer en conversation et quoi en observation. Ça peut vraiment, vraiment vous aider à comme démystifier puis démêler tout ça, cette façon d'évaluer. Co-construire nos critères, on a parlé un petit peu ensemble aussi, saisir les occasions. C'est important d'être là quand on enseigne, de vraiment faire « Oh, là, ça serait un bon moment peut-être de commencer à faire un tableau d'ancrage. Mes élèves sont prêts, on a vu plusieurs concepts ensemble, c'est pas abstrait pour eux autres. » De choisir ce moment opportun-là. Nous, on sait où on s'enligne. Nous, on connaît notre curriculum. Mais les élèves ne sont pas obligés de connaître, appliquer des stratégies d'attention et d'écoute. Ça, c'est un peu compliqué pour un élève. Mais comment est-ce qu'on peut l'amener là? Qu'est-ce que l'élève peut nous dire dans les petits mots d'enfant pour notre co-construction de critères? Des fois, au début, on en discute. Peut-être que des fois, on est plus comme enseignant, on va dire non, ça va être, il faut que tu regardes la personne qui parle, ça va t'aider à l'écouter. Puis à la longue, on voit comment nos élèves interagissent. On bâtit notre référentiel ensemble. Renforcer les bons coups chez les élèves qui écoutent activement. Je donne un exemple. Quand j'enseigne mes mini-leçons, mes élèves sont assis au tapis, proche de mon TBI. Et à un moment donné, j'avais un élève qui a levé la main puis il voulait intervenir, il voulait dire quelque chose. Et pendant que mon élève intervenait, j'ai 2-3 élèves au tapis qui se sont comme retournés complètement puis qui ont regardé cet élève-là, juste comme ça. Puis quand l'élève a terminé de dire qu'est-ce qu'il avait à dire, les 2-3 élèves se sont retournés vers moi pour que je fasse la suite. Puis j'ai tout de suite saisi l'opportunité, l'occasion. Je l'ai saisi tout de suite en faisant « Wow, moi, j'ai vu dans la classe qu'il y avait tel élève, s'est retourné pour regarder l'autre élève parler, expliquer. » Ça, là, ça t'aide vraiment beaucoup à écouter qu'est-ce que l'élève dit puis à garder ta concentration. Bien, à partir de ce moment-là, j'en ai beaucoup qui ont commencé à se tourner, sans déranger évidemment, mais qui commencent à se retourner. Parce que pour moi, c'était ce que je voulais. Je veux les habituer, ils sont petits encore, je veux vraiment les habituer à développer leur écoute active. Alors, j'encourage beaucoup le renforcement positif, moi avec eux, mais après ça, eux, entre eux, vont s'encourager. Des fois, j'en vois là, qui vont juste comme taper l'épaule de leur voisin et dire « Regarde-le. » Puis là, ils vont juste le chuchoter, puis là, l'autre, il va comme finalement finir par le regarder. Alors, entre eux aussi, ils s'encouragent. Ce qui est important, c'est de faire du modelage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de modelage. Si on veut que nos élèves renforcent positivement, puis soient positifs avec les autres, puis tout ça, nous, en étant positifs, puis en les renforçant, puis en mettant en embeurrant épais, bien, eux aussi vont finir par le faire. Je ne sais pas, on a un petit mini peu de temps, mais après avoir lu les attentes, là, je vous ai lu les deux attentes. Je vais me lancer, on va essayer de voir si on a un petit peu de temps. Mais si vous pouvez noter, trouver 3 critères que vous aimeriez cibler. Comme je vous dis, les attentes des contenus sont sensiblement pareilles là, de la première à la 6e année. Ensemble, je vous ai mis un nouveau Jamboard. Donc là, ce n'est pas le même que les autres. De co-construction de critères.
Donc, dans le clavardage, est-ce qu'on pourrait établir ensemble un résultat d'apprentissage? Qu'est-ce qu'on voudrait que nos élèves, disons, là, apprennent? Au bout de, on va se donner là, jusqu'à novembre. Novembre, c'est des bulletins de progrès. Qu'est-ce qu'on voudrait que nos élèves là, soient bons en communication orale? Je vous ai mis, si jamais vous le cherchez, dans la présentation, ici, vous avez le lien, vous avez le lien du curriculum de français. Si jamais vous voulez, tiens, je vais aller le remettre dans le clavardage. Donc, dans le fond, quand on fait une co-construction de critères, c'est sûr que nous, comme enseignants, on sait où on s'en va. On y a déjà pensé. On ne saute pas dans le vide. Donc, on a une intention, comme je vous dis, on sait où on veut que nos élèves se rendent. Nos critères, c'est qu'est-ce qu'on va évaluer. Ici, j'en ai mis 3, ça peut être 2, ça peut être 1 pour le moment. Vraiment, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut évaluer chez nos élèves. Après ça, le détail, c'est comment je vais le savoir, comment que je vais être capable d'évaluer, qu'est-ce que l'élève va me montrer pour avoir acquis ce critère-là. Excuse, tu veux qu'on choisisse un contenu dans le curriculum, c'est ça? Oui, ça peut être un contenu, mais tu sais, ça, on peut le faire tout le monde ensemble. Tu sais, ça pourrait être un contenu. J'aimerais ça que tout le monde on puisse le choisir ensemble pour qu'on puisse le noter pour faire une petite co-construction de critères ensemble en petits groupes. OK, comme mettons qu'on choisit réagir, exprimer en temps opportun ses réactions à un message. Là, je pense dans ma tête à une lecture, exemple, ou y donner suite de façon appropriée. Et là, ça pourrait être, comme là, je pense à l'exemple que je vous ai donné tantôt, si je fais du pouce sur quelque chose que quelqu'un a dit ou si je m'exprime par rapport à ma réaction au livre ou à mon interprétation du livre, ça pourrait entrer ici, là, puis à toucher l'attente, la première attente, c'est-à-dire comprendre le message, mais plus la fin, là, et réagir dans un contexte significatif. Mm-hmm. Oui. Alors là, ici, ça pourrait être dans ton résultat d'apprentissage, tu voudrais que l'élève, donc parce qu'on va parler au je, vu que l'élève, éventuellement, on va vouloir que ce soit l'élève qui le ressorte par eux-mêmes. Donc, je comme élève, je m'exprime en temps opportun. Là, je fais juste vraiment écrire ce qui est écrit dans le curriculum. Évidemment, nous, comme enseignants, quand on va le présenter puis qu'on va amener nos élèves à faire une co-construction de critères, on ne va pas s'attendre à ce qu'ils disent en temps opportun. C'est trop compliqué pour eux. Hein? On va vouloir utiliser qu'eux ressortent leurs mots. Pas ses réactions, mais mes réactions. À un message ou y donner suite de façon appropriée. Donc là, ça pourrait être notre intention. Comment est-ce qu'on va faire, dans le fond, je vais juste écrire ici, c'est l'attente 1.4. Oui, 4 parce que c'est le 4e contenu. Alors, ça va être quoi nos critères? Comment est-ce qu'on va évaluer ça? Donc, dans le clavardage, Nathalie, tu as écrit « Je réagis à un message ». Il faudrait qu'il réagisse. Ton micro est fermé si jamais tu me parles. Je réfléchis tout haut. Je me dis, est-ce que ça pourrait être aussi simple que ça comme résultat d'apprentissage, là, en langage un petit peu élève? Là, pour l'élève, je réagis à un message. Oui, est-ce que c'est trop... J'ai toujours un peu de difficulté avec ma formulation de résultat d'apprentissage. Je ne suis jamais
ne se sent jamais 100% certaine, là, mais... C'est vraiment qu'est-ce qui colle à vous, là. C'est sûr qu'on est en groupe, fait que comme, tu sais, est-ce qu'on dit ce mot-là, mais après ça, quand on est en classe, c'est toi qui es en classe, c'est toi qui as ton curriculum, c'est toi qui planifie, puis c'est toi qui vas évaluer. Donc, c'est vraiment comme comment toi, tu le sens par rapport à ton résultat d'apprentissage. Comme je dis, là, on est en grand groupe, fait que je comprends que des fois, ça peut être un peu, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire, mais quand tu vas être face à tes évaluations, face à ta grille d'observation, ta grille de conversation, ça va être toi après ça qui va être capable d'expliquer la note ou d'expliquer ce critère-là. Dans le fond, l'objectif d'une co-construction de critères, c'est de guider l'élève. C'est de permettre à l'élève de faire « OK, c'est ça mon objectif. » Quand je réagis à un message, madame, elle s'attend que je vais faire ça, ça, puis ça. Elle veut voir ça. Elle veut entendre ça. C'est ça une co-construction de critères. Pour qu'on puisse l'évaluer. Pour qu'on puisse l'évaluer. Puis là, ici, je parle de triangulation, puis je vous ai parlé tout à l'heure de surligner, tu sais, de 2 couleurs dans votre curriculum pour que vous puissiez faire des grilles d'observation, des grilles de conversation, puis par la suite bâtir cette co-construction de critères-là. La co-construction de critères, là, je veux juste y retourner parce que là, l'évaluation, c'est quand même un gros sujet pour nous en éducation. Mais la co-construction de critères, vous n'êtes pas obligé, quand vous la présentez à vos élèves, quand vous la commencez à vos élèves, qu'elle soit complète, comme qu'elle soit remplie complètement, puis qu'il y ait 4 ou 5 critères. C'est correct de commencer avec un critère, puis là, on travaille bien comme il faut ce critère-là. Mais là, après ça, on veut peut-être en rajouter un deuxième critère qui vient atteindre le même résultat d'apprentissage. Puis avec les élèves, on continue à travailler ce deuxième critère-là, puis de commencer à le bâtir petit peu par petit peu. La co-construction de critères, comme je vous dis, c'est vraiment pour aider l'élève à savoir comment vous allez l'évaluer et aussi pour permettre aux autres élèves de s'entraider puis de s'évaluer aussi. Parce qu'on veut on veut amener l'élève, vous vous rappelez l'Inukshuk, on veut amener l'élève éventuellement à donner des commentaires à l'autre élève. Mais de lui dire « bravo, c'est beau », bien, ce n'est pas vraiment un commentaire. Alors, on veut avoir cette co-construction de critères-là pour amener nos élèves aussi à développer des stratégies excuse, parce que je lis le clavardage en même temps, là, je perds mes mots. Des stratégies de rétroaction descriptive. Voilà. Donc là, Nathalie, tu parles de la co-construction de critères dans le clavardage. Je réagis à un message et je prends la parole spontanément. Donc ça serait un critère, ton résultat d'apprentissage. Mon résultat, c'est ça. Puis là, on a quelque chose à observer, mais aussi Mais excuse, ça, c'est-tu l'attente? C'est-tu l'attente, ça, ou c'est le... Parce que excuse-moi, là, les RA, là, j'aime tellement ça. Est-ce que l'attente, est-ce que le RA, c'est je comprends les messages, puis je réagis, puis après ça, moi les contenus, c'est mes critères, en fait, non? Bien, je te dirais que moi, j'ai fait les deux. J'ai fait autant avec les attentes. C'est que les attentes, là, en communication orale, on parle quand même de 2 attentes, puis il n'y a pas tant de contenu que ça. Là. Je vois 1, 2, 3, 6 contenus dans le premier, puis 4 contenus dans le deuxième. Donc, oui, on pourrait prendre les attentes, puis après ça, aller avec tes critères selon tes contenus d'apprentissage définitivement. Ouais. Je pense à d'autres curriculums qui ont des fois 4-5 attentes, puis plusieurs contenus d'apprentissage, puis que les attentes sont vraiment lourdes. Des fois, séquencer l'attente, c'est-à-dire en contenu d'apprentissage, parce que tes contenus d'apprentissage, c'est ton attente, mais en petits morceaux, là, si on veut, de ce que tu dois enseigner. Ça revient que tu prennes ton contenu d'apprentissage pour faire ton résultat. OK, je comprends, oui. Tu viens quand même toucher ton attente. OK. Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Oui.
Donc là, je vois le temps qui file. Je veux juste terminer parce que là, l'évaluation, comme je dis, c'est un gros morceau. C'est super le fun d'en parler aussi, puis d'y réfléchir beaucoup. Mais je vais juste finaliser avec la conclusion, avec mon petit ruban. Conclusion. On termine avec l'évaluation quand même. Hein? J'aurais peut-être pu commencer avec l'évaluation. La communication orale, c'est aussi important de le faire au-delà de la salle de classe et d'encourager les parents avec des idées concrètes. Il y a quelqu'un qui en avait parlé aujourd'hui aussi, hein, d'encourager les parents à parler français. Peut-être que c'est d'encourager les parents à aller dans un centre d'achat qui parle plus en français. Là, c'est sûr que dans l'Est ontarien, c'est peut-être plus facile que d'autres régions de l'Ontario, mais c'est juste une idée que je lance comme ça. J'ai aussi une communication fluide, efficace et informative pour encourager le travail de collaboration entre la maison et l'école. Donc, je vous ai mis mes 2 gabarits de communication que je donne aux parents à toutes les semaines. Où je donne des idées d'activités, je donne aussi des idées de livres qu'ils peuvent lire avec leur enfant. Une idée de lettre aux parents, donc dans le guide d'enseignement efficace de la communication orale, à la page 17 et 18, il y a une lettre aux parents que vous pouvez envoyer. Et comment inclure la communauté autrement maintenant? Donc là, c'est une question aussi de réflexion que vous pouvez écrire dans le clavardage. Comment est-ce qu'on peut inclure la communauté aussi avec la communication orale pour que nos élèves puissent développer davantage leur vocabulaire? Et puis, Nathalie, dans le clavardage, nous demande si on pouvait utiliser les stratégies du guide d'enseignement efficace comme critères et détails. Absolument, si ça parle à l'enfant, puis si c'est exactement ce qu'on fait pour que nos élèves puissent réussir, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser ces stratégies-là, qui sont des très bonnes stratégies aussi, dans tous les guides d'enseignement efficace, pas juste de communication orale. Et je reviens à la théorie d'action. Donc, si une enseignante laisse la place à la discussion en classe, alors l'élève développera son vocabulaire en français, ses idées et créera des liens avec ses camarades de classe. Donc, ça, c'était notre théorie d'action du début. Pour la prochaine formation, donc, je vous ai parlé d'imprimer les 2 pages du domaine de communication orale de votre année scolaire. Surligner un mot d'une couleur qui est possible d'évaluer en conversation et une autre couleur d'observer. Et en extra, pour des points bonus, commencer une grille d'observation simple pour votre premier bulletin. Donc, vraiment d'y aller le plus simple possible. Comme je vous dis, c'est pour vous, ça. C'est pas comme... oui, c'est un petit devoir, mais je veux dire, c'est vous qui êtes dans votre classe. C'est vous qui choisissez les attentes, les contenus d'apprentissage que vous voulez enseigner à vos élèves à quel moment. Et c'est vous qui évaluez vos élèves. Donc, faites des grilles d'observation ou de conversation qui collent à vous, qui collent à votre façon d'être, puis sans en rajouter. L'objectif, c'est pas de nous rajouter du travail là, puis d'en faire plus. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Et le devoir 2, dans le fond, si vous participez à la formation de la grammaire nouvelle, de noter une situation gagnante que vous avez réalisée avec vos élèves en intégrant un nouveau concept de communication orale dans votre classe. Donc, je vais essayer de faire un petit lien aussi entre la communication orale et la grammaire nouvelle. Donc, ça, c'est les 3 prochaines formations. J'offre une formation le 22 novembre à la même heure. Et ensuite, ces 2 formations-là aussi pendant l'année. Là, si je ne me trompe pas, il y avait aussi le Jamboard. Si jamais vous voulez, je vais le mettre dans le clavardage. Un autre Jamboard qui qui propose des idées, dans le fond, pour les prochaines séances. Alors, si jamais vous voulez rajouter des idées de ce que vous aimeriez voir ou entendre ou parler.
Si jamais vous étiez absent lors de ma formation cet été, j'ai mis un lien ici. Alors, votre guide de planification pour la littératie en salle de classe, ça, c'était celle de cet été. L'hiver passé, j'ai donné miser sur la littérature jeunesse et l'été 2021 sur l'univers de la littérature jeunesse. Alors, si jamais ça vous intéresse, les liens sont ici. Vous pouvez les écouter ou écouter des sections qui vous intéressent. C'est quand même 2 heures. Et dans la boîte de clavardage, si vous pouvez me laisser un commentaire d'un moment wow, un moment là, depuis les 2 dernières heures qu'on a passées ensemble, que vous étiez wow, ça là, ça je retiens ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment quelque chose que je veux faire avec mes élèves demain matin. Et moi, j'en profite pour dire un wow oralement. Merci pour commencer, pour cette formation incroyable en communication orale. Moi, si j'étais prof là, de n'importe quelle année, j'aurais vraiment apprécié aujourd'hui pour comment stimuler la conversation, comment faire en sorte que mes élèves peuvent aller plus loin, leur donner des chances, leur dire que tu es bon, que tu es bonne, etc. Toutes les stratégies, cher Gaël, que tu as présentées ce soir, et puis les ressources aussi, je pense que c'était absolument fascinant. Je trouve juste très triste qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce que, là, c'est enregistré. Alors, c'est enregistré et puis ça sera pour la prospérité. Fait qu'un grand merci. Un grand merci pour tout. Merci à vous, chers participants ce soir, qui avez bravé le fait que c'était la première et qui vous avez beaucoup participé aussi. J'ai très apprécié. J'écoutais toutes là et j'ai vraiment, comme j'ai dit, apprécié votre participation. Puis je voyais que vous étiez très engagés. Fait que merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, je vais terminer mon petit quelque chose comme ça là. Oui, merci.